Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Mathis Mir. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Et je m'en doutais qu'il allait le faire parce que c'est magnifique. Il m'a dit, regarde, il faut que je te montre un truc. Et du coup, il a fait ça. Tu vois, tu as l'avantage parce que moi, je fais ça, ça marche pas. Alors que toi, si Ouais. tu le fais, c'est magnifique. Salut à toi. Comment vas-tu? Oui, ben ça va super bien, Dylan. Merci de m'avoir invité à cette entrevue. J'ai bien hâte de discuter, là, mais non, c'est ça. Moi, je suppose que j'ai peut-être un pouvoir magique, je sais pas. Là, C'est incroyable. Non, mais je te jure, il se passe des trucs complètement bizarres des fois dans les interviews. Toi, c'est le feu d'artifice. J'ai eu Dylan Donovan où ça lâchait des pouces comme ça. Je ne sais pas, j'ai très peur de Skype. Peut-être Skype nous entend et Skype est d'accord avec ce que je dis. Bref, la première question, tu verras, est toute simple. C'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde, à la ouais. télévision, à l'école, on te le fait découvrir. Comment ça se passe pour toi? Ben, c'est sûr que moi, ça a été un peu habituellement, ce que je dis, c'est que ça s'est fait en deux temps. Parce que il y a d'abord et avant tout mes parents qui m'ont montré des matchs de lutte Ok. à l'époque, quand j'étais tout petit, là, je dirais 5 6 ans. Puis c'est sûr que mon cerveau avait peut-être pas nécessairement comme enregistré toutes les informations que j'ai vues, mais je trouvais ça, les personnages plus grands que nature, puis tout ça, comme Hulk Hogan, Andre the Giant, Jake the Snake. Donc, ils me montraient des vieux matchs de lutte des années 80 et 90. Ça m'avait beaucoup interpellé, comme si jamais je voyais comme que c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Mais c'est sûr que ça a resté comme ça. Mais je dirais qu'à l'âge de 10 11 ans, là, j'ai recommencé à écouter le produit, mais actuel de la WWE. Puis avec mon grand-père, dans le fond. Mon grand-père, ça a été une grosse influence là-dessus. J'allais chaque vendredi écouter SmackDown, puis les recaps de Raw et tout ça. Puis j'ai aussi mon ami, quand j'étais au primaire, qui aimait la lutte. Puis il y avait vraiment pas beaucoup de gens qui aimaient la lutte à ce moment-là. Donc, moi, j'ai eu cet ami-là, dans le fond, que euh, lui, il aimait les jeux vidéo et tout ça. Puis il jouait à Raw vs SmackDown 2011. Puis là, il m'a Ok. parlé de ça, puis il écoutait la lutte. Donc, puis ça m'a un peu comme remis dans le moule du catch, de la lutte. Puis là, ben, j'ai vraiment retombé comme un peu. Puis là, c'est de là que je suis devenu vraiment un fan de lutte. Puis ben, le reste, c'est de l'histoire. Ok. Et mais tu vois, c'est vraiment aussi bien et rare parce que tu vois, il y a pas beaucoup de monde ici. Enfin, en tout cas, depuis que je fais des interviews. Alors peut-être que je me trompe, hein, parce que tu sais, j'en ai fait beaucoup. Mhm. Le temps que le cerveau se rappelle un petit peu, mais je crois que t'es l'un des rares qui me dit, bah, justement, tu vois, enfin, en premier, bah, j'ai découvert avec mes parents parce qu'en général, on sait qu'ils sont un petit peu réticents les parents par rapport à ça, ou alors ou alors des fois, enfin, peut-être qu'eux ils regardaient, mais enfin, ils Ouais. regardent pas plus que ça. Toi, c'est bien. Est-ce que tu te rappelles vraiment du premier match que tu as vu ou c'est beaucoup trop loin pour toi? Ben, je te dirais, c'est sûr, c'est quand même très loin. Ok. Mais T'as un comme je petit dis, souvenir de quelque je chose? me rappelle que c'était des personnages, comme je disais, Brutus de Barber Beefcake, Hulk Hogan, Honky Tonk Man. C'était vraiment des personnages plus grands que nature. Ok, Je me rappelle pas du premier match exactement, mais je sais que c'était dans la Golden Era de la lutte, là, vraiment. d'accord. Ok. Ouais. Du coup, la deuxième question, c'est à quel moment, toi, justement, cet élément déclencheur est arrivé, donc d'être simple fan de catch à catcheur aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris et justement, comment t'as fait pour passer le Ouais. cap? Ben, dans le fond, moi, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Hawkesbury, qui est en Ontario, mais sur la frontière du Québec, dans le fond. Ok. Donc, c'est pour ça que je parle français. Puis, c'est sûr que nous, il y avait de la lutte environ 1 ou 2 fois par année dans notre ville, mais c'était quand même rare, là. Les occasions étaient plutôt rares. Puis, j'allais voir la lutte à cette époque-là. Puis, on dirait comme en allant voir la lutte et tout, ça m'avait vraiment marqué. Puis rendu vers les 11 12 ans, tout ça, là, j'étais comme, je voulais vraiment faire de la lutte. Puis ça m'est comme, c'était vraiment pour moi quelque chose, même si je jouais au hockey compétitif, euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, c'est la lutte. Puis je savais que c'était ça mon rêve.
surtout, ce qui a cimenté un peu ça, pour moi, c'est quand Daniel Bryan a remporté le championnat à WrestleMania 30. Ça a été un moment marquant de comme, pour moi, si lui est capable de le faire, ben, c'est un peu peut-être moi aussi, je vais être capable de me rendre là un jour. Donc, dans le fond, c'est à l'âge de 12 ans que je vais voir ma mère et je lui dis Maman, je veux faire de la lutte, mais à cette époque-là, la majorité des écoles de lutte prenaient juste des gens à l'âge de 16 ans. Donc, ma mère, voyant que je voulais vraiment faire de la lutte et tout ça, même si ça la stressait un peu, comme on pourrait dire, elle a tout de même commencé à envoyer des courriels aux promoteurs de lutte, euh, dans le fond, qui avaient des écoles de lutte. Puis là, ben, après un certain temps, il y a un certain Jacques Rougeau qui a réussi à répondre à ma mère. Dans le fond, ben, Jacques Rougeau qui était à la WWF, là, puis là, ben, il a dit, il était pas certain parce qu'il prenait vraiment juste des gens à l'âge de 16 ans. Puis il avait eu une mauvaise expérience avec un jeune de 12 ans qui était pas sérieux, puis qui, dans le fond, il voulait pas vraiment faire ça. Donc, au final, ben, on a eu comme une petite rencontre avec lui à Montréal, proche de son école de lutte. Puis il a vu que j'étais sérieux, puis je voulais vraiment faire ça. Donc, j'ai commencé dès l'âge de 12 ans à faire mes cours de lutte. Dans le fond, mon premier cours de lutte, c'était la matinée de WrestleMania 32. Donc, c'était en 2016. Puis, ben, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la lutte. Il y a eu vraiment le switch entre je suis un fan, puis OK, je veux faire de la lutte. C'était vraiment, dans ma tête, c'était pas une question. Je voulais vraiment là, être lutteur professionnel. Ok. Ta maman, comme tu disais, un petit peu réticente par rapport à ça, de ton jeune âge à 12 ans. Bon, c'est vrai qu'on conseille tous à tout le monde de commencer dans les alentours de 16 ans ou vers 18 ans, comme ça au moins, il y a pas de problème. Ton papa, sa réaction, est-ce qu'il t'a suivi, est-ce qu'il a suivi ta maman? Est-ce que c'était aussi compliqué? Ouais, ben, mon papa, je pense, ils ont vu à quel point que c'était une passion, puis Ok. que je pense qu'ils savaient que c'était pas. Tu sais, on va souvent voir dans les entrevues ou quoi que ce soit, les gens qui vont dire mes parents pensaient que c'était juste une phase dans ma vie Hmm. ou quoi que ce soit. Mais je pense que mes parents ont vraiment vu que non, c'était quelque chose qui m'avait marqué, puis pour moi, c'était ma vie, la lutte, là. Donc, tranquillement, pas vite, ben, c'est ça qui est arrivé, que mon père et ma mère ils ont dit, ben, regarde, si c'est ça que tu veux faire, ben, on te fait ça pour sa confiance, mais ils voulaient juste que j'apprenne de la bonne façon, puis qu'ils sentent que je sois quand même en sécurité dans un ring, là. Ok. Et je voulais savoir également, est-ce qu'ils étaient pas non plus aussi inquiets pour ton avenir? Parce que tu vois, on dit quand même à 12 ans, on est quand même jeune et tout, hein. Je sais pas en quelle classe, enfin, je comprends pas votre niveau scolaire là-bas au niveau du Ouais, Québec, mais justement, tu prends déjà en parler, mais je crois que normalement, quand on est, quand on est ça, on est encore en primaire, bref. Et donc, justement, ils étaient pas un peu inquiets pour savoir, bah, exactement, parce qu'on sait que malheureusement, bah, on ne peut pas vivre du catch et tout, hein, c'est très, 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 très compliqué. ouais. Je pense que tu le découvriras après. Ils n'avaient pas un peu peur pour toi que tu n'aies pas de diplôme, que tu te consacres uniquement que à ça? Ben, dans le fond, c'est sûr que, comme tu dis, c'est vraiment dur de justement avoir un avenir là-dedans ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est pas, on le sait, là, que la lutte, le catch, c'est pas quelque chose qui va être la plus grosse source d'argent au Bien niveau sûr. indépendant ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que eux, ils m'ont poussé à 100% dans mes rêves. Mais j'ai aussi, comme, je suis quand même réaliste d'un sens. Donc, je me suis dit, regarde, je suis toujours mieux d'avoir un plan B que de juste m'aventurer là-dedans, puis qu'au final, dans 20 ans d'ici, j'ai pas d'argent, puis que je sois dans des dettes financières, quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai fait, c'est je suis allé aux études collégiales. Puis là, j'ai gradué l'an dernier, donc j'ai un baccalauréat, pas un bac, mais je sais pas vous comment que vous traduisez ça en France, là, mais c'est un diplôme d'études collégiales, un DEC, de 2 ans en relations publiques. Puis ben, en même temps, le relation publique, c'est quand même omniprésent dans la lutte. Oui. Donc,
ça a quand même un parallèle avec ma carrière de lutte, puis ça m'a quand même aidé jusqu'à Bien maintenant sûr. à, justement, avec mon parcours, là. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, je préfère le dire aussi, tu vois, moi, enfin, je m'adresse un petit peu, tu vois, enfin, disons, à tout le monde. C'est vrai que, en gros, en fait, en gros, ce qui est important, c'est d'avoir quand même un espèce de tremplin, en fait. En gros, c'est bien de faire du catch, mais faut avoir, tu vois, un espèce de tremplin au cas où on ne sait jamais, on ne sait pas Exactement. comment ça peut évoluer. Je voulais savoir, à tes tout débuts, qu'est-ce qui était compliqué pour toi? On rappelle, hein, tu commences très jeune, à 12 ans. Qu'est-ce qui est compliqué justement pour un petit jeune de 12 ans à cette époque? Est-ce que le fait déjà de te retrouver avec des plus grands, est-ce que ça te posait problème? Est-ce que les chutes Ouais, ouais. sur le ring, justement, c'était quoi les trucs les plus compliqués pour toi? C'est sûr que je m'en, comme, mettons, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais j'étais quand même un des meilleurs dans ma classe. OK. Comme, j'apprenais vite, j'étais vraiment comme athlétique, puis pour moi, c'était pas des choses comme dures tant que ça. Oui, il y avait certains mouvements un peu plus complexes, mais ça a vraiment quand même bien été mon apprentissage au niveau de la lutte. J'apprenais quand même très vite comparé aux autres. Euh, c'est sûr qu'au niveau, exemple, un bump, là, quand on fait une chute sur le dos, euh, dans le fond, une petite anecdote, c'est que moi, comme je te disais plus tôt, je jouais au hockey compétitif, quand même à un haut niveau. Donc, puis c'est dans l'âge où je commençais à jouer plaquage, où on pouvait frapper. Puis mon premier cours de bump, donc la journée d'avant, j'avais une commotion cérébrale au hockey, mais je ne le savais pas. J'ai juste comme ignoré. Puis le lendemain, j'avais les cours de bump. Donc, je me rappelle que le premier cours de bump que j'ai eu, je pensais que c'était à cause que c'était vraiment dur comme ça. Parce que je m'étais même mis à pleurer puis tout ça, parce que dans le fond, j'avais une petite commotion, puis je ne le savais pas. Donc, même ma mère a dû faire arrêter justement l'instructeur de bump pour dire ah, je pense mon. Puis, tu sais, ma mère disait jamais rien, là, mais là, elle voyait que j'étais vraiment en douleur et tout ça. Là, donc, mais au final, il n'y a pas vraiment rien qui était plus un défi pour moi. C'est juste comme je dis au début, les bumps, je pensais vraiment que c'était pour être comme un gros défi dans ma carrière de lutte parce que surtout que j'étais vraiment mince. Là. Je pesais peut-être 100 livres. Là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était un gros impact sur mon corps. Puis en ayant cette petite commotion-là, ben, ça n'a pas aidé nécessairement. Là. Mais bref, regarde, je fais encore de la lutte maintenant, puis, tu sais, j'ai sens drôlement, tu sais, les bombes, désormais, c'est vraiment rien, là, presque. Là. Donc, mais ça a été une petite inquiétude au début, mais autre que ça a vraiment bien été. Même si j'étais jeune ou quoi que ce soit, c'est, pour moi, comme, je pense que c'est quand même un avantage que j'ai débuté à un si jeune âge, parce que j'ai pu en apprendre d'avance sur les Mmh. autres, par exemple. OK, et ça va te retrouver avec des plus grands, ça n'a pas été compliqué? De quoi ça, désolé? Et je disais, te retrouver avec des plus grands, ça n'a pas Oh! été compliqué pour toi? Non, non, pas nécessairement. Puis eux, ils étaient vraiment gentils avec moi. Comme ça, OK. ils faisaient pas comme. Ils jouaient pas le rôle de oh, ben, on est plus vieux que toi, on est plus grand que toi. Mais c'est sûr que pour exemple, pratiquer les body slams, c'est sûr que quelqu'un de 200 quelques livres, oublie ça, là, j'étais pas en mesure de faire ça. Donc, je devais pratiquer sur des gens dans des classes plus avancées. Tu sais. Mais ça, on trouvait une façon de s'arranger à ce niveau-là. Mais en tant que tel, c'était pas un défi plus qu'un autre. Là. OK. Et pareil, je voulais savoir également, qu'est-ce qui t'a fait justement, tu vois, rester dans la lutte? Parce que tu vois, en général, bon, tu vois, enfin, on peut avoir vraiment une grosse envie d'être quelque chose. Par exemple, tu vois, il y en a beaucoup qui veulent dire, bah voilà, enfin, je veux aller absolument là en vacances, en colonie ou autre, hein. Enfin, je prends pas mal d'exemples. Et le fait, tu vois, enfin, de y aller, ben, en fait, en gros, tu vois, enfin, ils se rendent compte que c'est pas du tout pour eux. Qu'est-ce qui, toi, justement, t'a dit que, bah, justement, le catch était fait pour toi? Ouais, ben, comme, tu sais, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, tout ça? Mais je pense que au final, l'adrénaline que je vis dans un ring de lutte à chaque fois, puis tout ça, ça a été comme. Tu sais, je me suis jamais vraiment posé la question, ah, est-ce que je devrais arrêter de lutter? C'est sûr que le jour où j'aurais plus cette adrénaline-là, puis je le sentirais plus,
pour moi, ça va peut-être être ce moment-là que je vais dire, OK, c'est peut-être temps que j'arrête. Mais depuis le début de ma carrière, j'ai que eu du plaisir, j'ai que vécu des bons moments. Donc, je ne crois vraiment pas que il y a eu un moment où que ça a plus décliqué, je pourrais dire, mais ouais, je pense que il y a eu des épreuves, je ne le cacherai pas, des grosses épreuves dans ma carrière, mais je pense que justement, c'est en passant par-dessus ces épreuves-là que, en tant que lutteur, on devient de plus en plus fort. Puis, ouais. Mais c'était quoi encore ta question originale? J'ai un peu dévié. Non, non, c'est pas grave. En fait, ma question de base, c'était justement qu'est-ce qui t'a fait rester étant plus jeune, justement, dans la lutte, une fois que tu as testé pendant une semaine ou deux, qu'est-ce qui Ouais. t'a fait justement dit Mais comme dans je ta dis, tête, je veux rester? comme au niveau, quand je faisais mes cours de lutte, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ou quand j'ai. Ouais, OK. Non, non. Ben, ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, tu sais, je suis un sportif, puis je fais du théâtre. OK? Ben, Ok. j'ai fait du théâtre à l'époque. Puis, je suis un sportif, tu sais, comme j'ai toujours été dans les sports à l'école et tout ça. Donc, le mélange des deux, pour moi, c'est un peu parfait parce que, tu sais, comme Marco Estrada, que tu dois connaître, là, il dit que c'est un sport parce que c'est S-P-A-R-T, parce que c'est ça la lutte. C'est du théâtre extrême, tout ça. Donc, quand on apprenait, puis que dans les premières semaines, je voyais que non, moi, j'étais vraiment, oui, OK, j'aime ça, je veux en apprendre davantage. J'étais toujours comme, exemple, un cours, on faisait de la technique, mais j'avais hâte, je voulais tout de suite qu'on enchaîne au prochain parce que j'avais hâte de devenir plus complet en tant qu'auteur et tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait rester. Puis, comme je dis, ma passion inédite pour ça, ça a juste fait que je voulais être. Moi, je voyais toujours mon but un peu qui était le Daniel Bryan qui gagne à WrestleMania 30. Puis ça, je me dis, ça va toujours rester dans ma tête, là, tu comprends? Mais après, tu vois, tu disais également aussi que tu as pu avoir une réunion avec ta maman et Jacques Rougeau, hein, Ouais, c'est ça, si ouais. je dis pas de bêtises. Justement, lui, il a un énorme parcours derrière. Hein, tu disais tout à l'heure WWF et après, bah, il deviendra également aussi commentateur pour vous hein, du côté du WWE Network pour vous en français. Justement, le fait de te retrouver avec une énorme grosse personne comme ça, est-ce que ça t'a mis aussi de la pression en te disant voilà, là, je suis quand même avec quelqu'un d'extrêmement Mhm. confirmé, il faut que je montre de quoi je suis capable également. Ouais. Ben, c'est sûr. D'abord, avant tout, je veux juste dire, lui qui a commenté, c'était Raymond, son frère, Ah, ok, pour la d'accord, WWE. excuse-moi. Ok, Mais, bah, tu vois, je me non, c'est suis bien trompé. correct, mais les deux ont été en équipe à la Ok. WWF ensemble. Non, c'est normal que tu puisses te tromper. C'est des frères, tout de même. Hein. Mais c'est ça. Donc, mais oui, je comprends ce que tu me dis. Ben, ça me mettait, oui, un peu une pression. Mais je sens que j'avais quand même créé un lien avec Jacques et tout ça. Donc, c'est sûr que ça me motivait, par contre, de voir que j'étais avec quelqu'un qui était autant loin dans la lutte. Je pense que c'était plutôt une source de motivation en tant que telle. Mais c'est ça, je pense que en voyant tout ce qu'il avait accompli, tout ça, là, oui, il y avait une certaine pression qui venait avec, d'un sens, mais en même temps, je me disais c'est une bonne pression. C'est une pression qui va me permettre de me dépasser. Ok. On va parler un petit peu du personnage que tu incarnes sur le ring. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création de ton personnage? Comment il Ouais. est? Est-ce qu'il est plutôt heal, plutôt face? Si tu as des choses à améliorer, parce que Ouais. tu sais, on s'améliore tous les jours. Qu'est-ce que tu devrais améliorer selon toi et pourquoi? Ben, tu sais, là, c'est ça, Dylan, tu as vu un peu mes photos de lutte, peut-être des clips, quoi que ce soit. Euh, Quelque chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que j'ai plusieurs personnages, puis j'ai quand même. OK, commençons du début. Avec Jacques, quand j'ai fait mes débuts, j'étais un peu comme. Je ne savais pas quoi faire comme personnage vraiment. Puis Jacques était là un peu pour nous épauler avec ça. Puis il avait décidé, juste parce que j'étais jeune et tout ça, de m'appeler le petit Mathis. Donc c'était un peu le, mon premier nom que j'ai eu. euh, qui n'a pas resté longtemps, bien évidemment. Là, je l'ai eu à l'âge de 12-13 ans. Par la suite, par contre, j'ai été en équipe. Donc, parce que Jacques, dans le fond, moi, mon parcours avec Jacques, ça fait de 2016 à 2018. En 2018, Jacques fait un gros spectacle au stade IGA à Montréal devant plus de 6000 personnes. C'était très gros. Puis, il prend sa retraite ensuite. Puis de son école de lutte également.
Puis il faut tenir en compte que quand j'étais avec Jacques, j'étais exclusif avec Jacques. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas lutter ailleurs. Est-ce que certains jugeront sa façon de faire? Moi, personnellement, il y a quand même, d'un sens que oui, j'aurais pu lutter ailleurs, mais il a toujours été honnête avec nous que c'était la façon qui fonctionnait. Bref. Ceci étant dit, c'est ça. Donc, là, j'ai commencé à lutter en équipe avec un autre jeune qui est avec Jacques, qui s'appelait Samuel, puis on formait l'équipe des Jeunes Stars. Mais Samuel, pendant la pandémie, dans le fond, quand les choses se sont calmées, puis tout ça, puis qu'on ne pouvait plus lutter, il a décidé que la lutte, c'était peut-être pas pour lui, puis il voulait se concentrer sur autre chose. Donc, j'ai un peu pris le surnom de la jeune star. J'avais un costume avec des étoiles. J'étais vraiment, je jouais un peu le jeune babyface classique. Là. Mais après un certain bout, je voyais que je plafonnais en tant que jeune star. C'était pas nécessairement ma personne. Comme je trouve, j'ai quand même beaucoup de contenu. J'ai fait du théâtre, comme je te disais. Donc, étant la jeune star, on dirait que c'était juste comme moi qui sors les rideaux, qui sourit, qui donne la main au monde, je fais mon match, je sors. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de layer au personnage tant que ça, à part être un gentil qui veut gagner. Donc là, quand j'ai essayé de reconstruire mon personnage, ça, je te dirais, c'était environ en 2022, que là, je voulais vraiment comme changer de personnage et tout ça. Que là, il y a eu une drôle anecdote qui est survenue que je peux te conter par la suite, mais c'est là que le petit gibier est venu. Puis là, tu dois te dire, c'est quoi, pourquoi le petit gibier, c'est quoi? Mais drôlement, c'est ça le personnage qui a le mieux fonctionné en date, puis ça a vraiment commencé d'un inside, là, comme qu'on pourrait dire, d'une blague entre moi et un des amis de mon père, puis ça a commencé à être un petit trend, puis là, ben, j'ai trouvé ma propre définition en disant comme, regarde, moi, je suis une petite proie, oui, mais c'est moi qui chasse les autres dans le ring, puis, tu sais, comme, le personnage du gibier, je trouve que j'ai plus de liberté, tu sais, j'agis plus comme que je veux, puis tout ça. Tu sais, beaucoup vont dire un personnage, c'est ta personne amplifiée fois 100, exemple. Donc, moi, je trouve que c'est un peu ça. Mais je fais aussi d'autres personnages. Donc, j'ai le côté. Est-ce que. Désolé, là, au pire, tu le bliperas, mais le côté fucké de Mathias Smith, qui est mon côté plus obscur, là, que je vais. C'est quand, par exemple, je suis dans une feud ou une rivalité, puis que ça atteint son apogée, puis là, on fait un match hardcore, quoi que ce soit, ben là, je deviens comme un peu comme l'alter ego de Finn Balor quand il faisait le Demon. Mais moi, c'est le côté fucké, c'est comme si, OK, t'as atteint le maximum. Puis ça me permet j'adore faire ce personnage-là parce que je sors de ma zone de confort, puis je fais quelque chose de totalement différent. Puis, tu sais, j'ai comme du make-up, tout ça dans le visage, puis je le joue vraiment comme si c'est comme ça je pense, là. Tu sais, je suis vraiment, donc, je suis investi dans ce personnage-là quand je le fais. J'ai aussi Mathis Yeehaw McGraw, qui est un personnage plus country que j'utilise dans les spots shows, exemple plus western ou quoi que ce soit. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un spot show, c'est un spectacle qui est plus qui va arriver pas sur une base quotidienne, là, vraiment plus exemple, on s'en va dans un festival, on fait un spectacle, il n'y a pas d'histoire, quoi que ce soit, c'est vraiment juste un spectacle de lutte qui arrive à cet endroit-là uniquement. Puis ben c'est ça, donc je suis rendu que j'ai proche de 3-4 personnages, un nouveau personnage en développement qui est le franco-ontarien. Parce que dans le fond, Dylan, peut-être que tu n'es pas au courant, mais nous, c'est un enjeu qui est quand même très important pour moi. Parce que je viens de l'Ontario et je parle français. Mais on dirait que les franco-ontariens sont un peu délaissés dans. Comme, je dis pas ça dans un sens où, tu sais, les Québécois, ils ont leur raison d'être, puis je suis toujours avec des Québécois, là. C'est pas. Tu sais, mais c'est juste que on dirait comme la culture franco-ontarienne est moins vue, est moins entendue. Puis on sait beaucoup, comme les gens sont beaucoup battus pour notre langue en Ontario. Donc, je trouve que c'est un enjeu qui est quand même très, très important. Puis ben là, je joue un peu le personnage du anti-québécois, comme je suis là pour ma province, puis j'insulte un peu les gens en disant que je parle mieux le français que des Québécois, puis que
sais, on est des gens supérieurs à eux, puis bref, c'est un peu, puis de là vient aussi avec mon nouveau chandail qui est sorti hier. On t'a rien demandé, donc c'est comme un peu un jeu de mots, là, mais ouais, donc j'excuse, j'ai fait un bon bout là-dessus, mais c'est pas mal ça mes personnages, là, je te dirais. Tu arrives un petit peu à t'en sortir avec autant de personnages? Parfois, tu t'y perds pas un peu? Parce que moi, honnêtement, Non, avec tout ça, je me perdrais honnêtement. Tu arrives à ouais, bien mais t'organiser? ouais, mais comme je dis, c'est le petit Juillet, c'est le personnage régulier qui va habituellement, comme c'est lui OK. que je fais le trois quarts de mes apparences. Mais les autres personnages, ils gardent un peu dans le fond de ma poche. C'est plus comme, OK, je vais le sortir une En cas de fois. besoin. Ouais, exact. Comme exemple, à la GPW à Gatineau, là-bas, je suis champion cruiserweight. Puis là-bas, j'ai un personnage un peu différent. C'est le côté obscur. Donc, je suis un peu comme le côté fucké, mais plus PG, parce que c'est une foule très familiale, mais je suis heel. Donc là-bas, c'est comme. Mais encore là, il est différent un peu du côté fucké habituel. Donc, c'est comme. Oui, je comprends que je pourrais me perdre, mais si c'est des personnages que je fais plus à l'occasion, puis le petit gibier, je le garde comme mon personnage principal. Mais dans le fond, ce que tu peux réaliser, c'est que le petit gibier, c'est toutes des facettes différentes de lui. Donc, au final, c'est juste que je vais être, côté fucké, je vais être plus intense, je vais être plus agressif, je vais moins sentir la douleur. Yeehaw McGraw, ben, je suis plus quelqu'un de party, qui aime avoir du fun, puis je suis là pour mettre de l'ambiance, tout ça. Ensuite, tu as l'Ontarien, mais lui, il est vraiment comme. Il y a beaucoup de remords envers beaucoup de choses. Il est là pour essayer toujours de prouver un point, puis il s'en fout un peu de l'opinion des gens. Donc, ils ont tous un peu leur propre, je te dirais, facette, leur propre personnalité tout en restant un peu en lien avec le petit gibier. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu as une préférence particulière entre heal, entre face? Les 2 peuvent te Ouais. convenir, J'ai travaillé beaucoup en tant que face, OK. puis j'aime bien, comme j'adore avoir les réactions de la foule, j'aime bien, ça, je te cacherai pas. Mais dernièrement, je commence à travailler un peu plus en heal, puis ben, pas majoritairement, mais à quelques endroits, puis j'adore être heal parce que tu as plus de liberté. Mmh, Exemple, tes babyface, tu vas à un endroit que les gens ne te connaissent pas, c'est dur. Tu dois les travailler, il ouais. faut vraiment faire quelque chose de spécial pour que les gens t'aiment. Si tu es Bah, ill, tu peux. Ben, excuse, tu allais dire quelque chose? non, 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 justement, c'est pour ça que je dis que beaucoup de monde préfère être heal, surtout que Oui, quand on commence, parce que c'est vrai que quand on commence, on n'a pas encore l'habitude exactement de faire venir le public avec nous, et donc c'est vrai que ouais, le fait de faire venir le public avec nous, bah, ouais, c'est là où tu vois que tu arrives bien à gérer le personnage de exact. face. Par contre, quand tu n'arrives pas, c'est vrai que c'est mieux au tout début d'être heal, et là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, tu sais, j'ai été babyface presque toute ma carrière, mais comme je dis là, dernièrement, en faisant du travail de heel, j'adore, puis j'ai plus de liberté. Je trouve que je peux aller jouer sur des choses que j'aurais pas pu jouer avec si j'étais babyface. Comme je dis, j'ai fait du théâtre longtemps puis de l'improvisation. Donc pour moi, comme être dans un match, puis lancer des insultes ou de faire des choses, des conneries ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça devient plus naturel quand je suis heel parce que mon personnage a le droit à l'erreur, a le droit d'être ridicule. Donc, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup en étant heel. Puis, si on rentre plus en interne de la chose, le heel, c'est lui qui contrôle le pace du match. Donc, le heel, dans le fond, comme le moment de heat dans un combat, qui est le moment où ce que le méchant prend le devant avant que le gentil fasse sa remontée spectaculaire. Oh, désolé, j'ai un écouteur qui est tombé. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive, ne t'inquiète pas. Ouais. Mais bon, je vais récupérer après, là, tu m'entends encore? Oui, je t'entends. Non, mais de toute façon, ici, rien n'est prévu, hein, tu sais, moi, c'est tout spontané ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vas-y, Mais ramasse, ça, il c'est y un a aucun blooper, problème. écoute. Mais ouais, dans le Mais fond. c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu avais Ouais, du mal à te connecter, c'est la technologie d'aujourd'hui, hein, ne t'inquiète pas, ça arrive. ouais, non, on va T'inquiète, il y a pas de l'avoir, on va souci. survivre, mon Dylan. Mais non, c'est ça exactement. Donc, le heel, c'est lui qui contrôle un peu le pace du match. Ouais. Donc, c'est lui qui va justement comme. Moi, je parle beaucoup quand même quand je suis heel.
sais, je vais dans le ring, exemple, à mon adversaire, je vais beaucoup lui dire des choses, puis je vais essayer de. Mais je me suis beaucoup pratiqué aussi dans mon école de lutte actuelle. Tu sais, à être heel parce que c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais pouvoir plus prendre l'envergure en tant qu'un heel. Ça, c'est ma version de la chose. Puis non, donc je te dirais vraiment que heel, malheureusement pour le public qui m'aime, c'est un peu plus une facette que j'aime dernièrement. OK. Je voulais savoir comment tu es avant de rentrer sur le ring? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé, d'introverti? Est-ce que tu as un rituel particulier? Est-ce que, je sais pas moi, tu bois beaucoup? Est-ce que tu Ouais. revois? Bref, est-ce que tu as un rituel particulier? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es introverti? Ben, C'est comment? je te dirais que euh, drôlement, moi, je suis quand même calme. OK. Je vais toujours peut-être avoir une petite boule de stress. Des fois, j'en ai pas nécessairement, mais euh, je suis pas quelqu'un qui va être vraiment comme de grosse respiration, vraiment stressé, parce que surtout quand que je connais, parce que j'ai une très bonne mémoire. Ça, c'est quelque chose que je peux quand même inventer. J'ai une bonne mémoire au niveau de la lutte. Donc, c'est rare que je vais oublier des spots ou quoi que ce soit. Puis, souvent, moi, j'aime ça comme quand même quand c'est un peu, si je fais un singles, ben, j'aime avoir un peu monté la structure du match, tout ça, parce que moi, j'aime beaucoup raconter des histoires à travers mes combats, tout ça. Puis, j'ai quand même une structure de match que c'est pas dur à oublier. Donc, moi, c'est pas vraiment quelque chose que, comme je disais, qui. Je suis pas angoissant dans les combats, quoi que ce soit. C'est sûr, j'ai out. Puis, je suis excité, mais, exemple, là, moi, ça va sonner drôle, mais j'aime pas ça être en finale. Parce que moi, je suis quelqu'un, là, j'aime ça faire mon combat, puis c'est fait, puis tu comprends? Comme, j'aime ça parce que oui, il y a quand même un sentiment de fierté que, OK, le promoteur me fait confiance pour être en finale, puis je vais essayer de délivrer à mon 100%. C'est sûr, ça rajoute un petit stress. Mais j'aime être combat d'ouverture, là, c'est mon moment préféré parce que c'est là que tu dois réchauffer la foule, c'est là que les fans en veulent le plus. Donc, c'est sûr. Mais ça, là, je divulgue un peu, là, mais ça pour dire que dans le fond, euh, moi, ma petite routine, c'est sûr, je m'étire, je vais faire quelques pompes. Puis, ben, avant de rentrer dans les rideaux, je vais faire une petite prière, puis je sors, puis là, comme. Mais je suis quand même très calme. Là. Je suis pas la personne qui. Il y en a, là, qui c'est presque à la Bill Goldberg, là, qui. Pour leur rentrer, mais non, non, moi, je suis relativement. Comme des fois, là, il y a une fois, je pense que j'étais assis avec quelqu'un, puis je parlais, puis ma chanson jouait, puis j'étais juste comme, je parlais de la vie. Puis là, je suis comme, OK, ben je reviens. Puis là, j'ai parti de mon combat. Donc, À tout de suite, hein, ouais, j'arrive. exact. Et du coup, je voulais savoir, bon, toi, tu disais que tu as fait du théâtre, tu as fait également aussi du hockey. Est-ce que c'est compliqué, justement, enfin, est-ce que ça c'était compliqué pour toi, tu vois, quand tu fais ton entrée, d'avoir tout de suite, tu vois, les projecteurs sur toi, le regard braqué? Je te parle vraiment du tout début, hein, pas là maintenant, mais Ouais. vraiment des tout débuts, de pouvoir t'exprimer devant un public et tout. Est-ce que ça a été compliqué pour toi ou le fait d'avoir fait du théâtre, c'était un petit peu, enfin, Ouais. disons quelque chose qui s'est bien passé. Non, vraiment, j'ai jamais eu le trac ou quoi que ce soit. Ben, ou un peu, là, mais comme moi, faire mon entrée, avoir les projecteurs sur moi, puis tout ça, puis comme avec Jacques, c'était des foules de 2-3 000 personnes minimum. Donc, c'est sûr, ça m'a bien préparé pour. Mais je dirais que à l'inverse, quand que j'ai passé des grosses foules à des plus petites foules, ça m'angoissait un peu plus. Parce que là, tu arrives devant un public d'exemple 100 personnes, mais là, c'est comme, on dirait que tu vois toutes les gens dans la foule. Tandis qu'avec Jacques, c'est des gros systèmes de lumière et tout ça, donc tu voyais presque pas les gens dans la foule, tu les voyais un peu, mais il y avait tellement de gens que comme tu ne pouvais pas te concentrer sur une personne. Mais là, si une personne t'a dit une bêtise, exemple, puis t'es gentil, t'es babyface, ça peut un peu te déboussoler dans ton match. Là. Donc, mais bref, au final, non, moi, avoir les projecteurs sur moi, quoi que ce soit, c'est vraiment pas comme ça fait 2 ans que je lutte au slush poppy avec la GPW. Puis on dirait que je suis plus à l'aise devant des. Quand j'ai beaucoup de gens, là, moi, je trouve parce que je peux justement être plus théâtral, je peux être plus. Tu sais, je trouve je peux jouer avec plus de choses. Euh, mais comme je disais, moi, c'est plus quand je lutte devant des petites foules. Comme ça a déjà arrivé que j'ai lutté devant comme 40 personnes.
Puis ça, c'était comme OK, parce que Ouais. c'est dur. Quand il y a moins de gens, on dirait les gens sont moins investis, naturellement. Puis là, ben, c'est t'essaies d'aller chercher une foule qu'on dirait qui n'est pas nécessairement, pas que ça leur tente pas, mais qui veulent pas tant s'impliquer dans le spectacle. Donc là, c'est comme un peu dur. C'est comme si un humoriste va pour faire un numéro d'humour, puis il n'y a pas beaucoup de gens dans un petit bar, mais les gens Mm. réagissent pas. Ouais. Mais là, l'humoriste, c'est un peu une soirée nulle pour lui. C'est ça. Mais je veux dire, parce que ça, tu vois, tu l'as commencé à ma prochaine question, c'est pas grave. Au moins, tu vois, ça veut dire qu'il y a du feeling, mais au moins, tu vois, ça, c'est très, très important. Je voulais juste savoir vraiment le retour que tu as du public en général. C'est quoi? C'est plutôt au tout début, c'était quoi? C'était du retour positif, encourageant. Est-ce qu'il y en a qui t'ont Ouais. beaucoup aidé? Est-ce que des fois, c'était compliqué avec certains publics à tes tout débuts? Ben, c'est sûr, comme tu dis, il y a certains publics qui sont un peu plus durs à travailler, mais de base, parce que je suis quand même quelqu'un d'extraverti dans la vie, puis j'ai quand même un OK. grand charisme. Donc, je pense que pour ça, ça a quand même bien été. Donc, un peu partout où j'allais, j'avais quand même des bonnes réactions des foules, puis tout ça. Mais encore là, il y a certaines foules, des fois, puis drôlement, si je me fais annoncer, puis que les gens disent de Hawkesbury, Ontario, ben là, j'ai déjà entendu des bouts à cause de ça, là. Donc, parce qu'il y a comme un peu ce petit clash-là, comme je disais plus tôt, entre l'Ontario et le Québec. C'est pas une. Il n'y a pas une guerre, quoi que ce soit, là. C'est juste que il y a toujours ce petit clash-là, je veux pas. C'est un peu les deux provinces en compétition au Canada, là. Donc, mais tout ça étant dit, il n'y a pas nécessairement de. Non, moi, ça a toujours bien été quand même la réception de la foule là, à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup de s'ajuster aussi. Si c'est une foule qui a besoin d'être travaillée, ben, je vais vraiment les travailler, là. Tandis que si c'est une foule qui est très facile, ben là, des fois, ça va être. Je vais quand même les travailler, mais d'une façon peut-être un peu différente, là. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment s'ajuster au niveau de la lutte. Puis c'est ça qui différencie un bon lutteur avec un lutteur moyen, peut-être. C'est que souvent, il y en a qui vont pas s'ajuster. Leur type de match, leur réaction, tout ça, mais c'est des choses que tu peux pas faire. Si tu le fais devant 100 personnes, puis tu le fais devant 1000 personnes, il y a une différence. Donc, ouais. En général, quand tu arrives à la fin du match, je pense que c'est pareil hein, partout. Bon, hormis à la WWE, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais en général, à la fin des shows, tu peux aller rencontrer les catcheurs, tu peux discuter Ouais. avec eux, tu fais une photo et tout. Quand tu arrives justement à cette table de merchandising, yes, tu sais pourquoi je dis yes? Parce qu'à chaque fois, je dis toujours la table des commentateurs, alors que là, ça y est, j'ai réussi à bien dire Ah, tu l'as eu. table de merchandising, donc yes. Voilà, au moins, tu vois, non, ça le fait plus, tu vois. Ça le fait Skype plus. n'est pas d'accord, bref. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, après le show, tu restes toujours dans ton personnage, enfin, en tant que kayfabe ou tu es hors kayfabe? Est-ce que tu penses que le kayfabe, toi, est mort? T'es comment, toi, justement, après le show à cette table des commentateurs? Tu vois, regarde, j'allais dire encore une fois à cette table des commentateurs, à cette table de Euh, merchandising. euh, c'est sûr qu'en tant que babyface, comme je dis, vu que c'est ma personne qui est un peu plus amplifiée, euh, je vois pas, c'est moi, tu sais, si OK. tu me vois en tant que heel, ça va dépendre. Donc, faut pas se le cacher. La lutte, faut quand même la prendre comme une business aussi. Donc, des fois, moi, c'est sûr que si je peux, comme, mettons que, justement, on se lève poppy devant 3000 personnes, je vais aller vendre de la marchandise parce que c'est une grosse opportunité de me faire de l'argent. Euh, Par contre, je vais aussi jouer un peu avec ça. Donc, je vais garder quand même mon personnage à la table de marchandises, non de commentateur. Puis, C'est pas je rigole. gentil. Je rigole, je rigole. Il n'y a pas de Mais, souci, t'inquiète. mais ouais, dans le fond, c'est ça. Je vais quand même, comme des fois, aller envoyer des flèches aux partisans, puis un peu les insulter, mais comme pour rigoler, mais comme, tu sais, en garder un peu un petit aspect de Hmm. mon personnage heel. Puis, je vais aussi doser quel type de fan. Donc, si je vois que c'est un fan qui comprend c'est quoi la lutte, qui sait qu'il est là pour, tu sais, mais là, peut-être qu'avec lui, je vais être plus comme, je vais peut-être un peu plus sortir de mon personnage, moins être kayfabe. Mais si je vois que c'est un fan vraiment investi qui vient puis qu'il m'insulte à la table, ben là, moi,
je vais continuer à être dans mon personnage. Donc, j'essaie un peu de faire une différence entre les deux à ce niveau-là. Pour toi, tu penses que le kayfabe est mort ou pas du tout? C'est une grosse discussion à avoir, ça, je pense. Avec les réseaux sociaux, tu dirais que ça a un Je peu pense plus qu'il est mort. emmerdé avec les réseaux? Je pense qu'il est mort, mais à certains endroits, non. C'est Comme je dis, compliqué, je sais, je suis je pense désolé. que c'est souvent un débat. Non, non, c'est correct, mais c'est pertinent d'en parler. Ça peut faire le sujet d'un gros débat, kayfabe, pas kayfabe. Il y a certains lutteurs qui vivent encore comme dans les années 90, que c'est comme, OK, le kayfabe était tellement important, les gentils changeaient dans un vestiaire, les méchants dans un autre. Je pense que la foule le sait désormais. C'est un spectacle. On le publicise que c'est un spectacle. Il y a des podcasts comme qu'on fait en ce moment. Donc, c'est sûr que pour moi, le kayfabe ne sera jamais comme ça a été par le passé. Okay. Mais il y a tout de même une certaine différence à faire. Puis là, un exemple que je prenne comme. Ben, OK, je vais y aller avec un exemple plus global puis un exemple plus indie. Donc, exemple, la feud qu'il y avait avec Roman Reigns puis Cody Rhodes. Si, exemple, tu aurais vu une photo sur les médias sociaux de Cody Rhodes puis Roman Reigns boire un café un mois avant WrestleMania, parce qu'on veut quand même y croire un petit peu, même si on le sait que c'est ça qui est le fun aussi d'être fan de lutte. Tu sais que c'est arrangé, mais tu veux quand même embarquer dans l'histoire. Mais là, je trouve que ça vient détruire ça, même si tu sais qu'au final, c'est des gens qui sont peut-être sûrement amis dans la vraie vie. Ou pas d'ailleurs, hein, des fois, ou par exemple, pas, mais comme on a vu le retour de CM Punk et on a vu la réaction à chaud de Seth Rollins et tout, où c'était compliqué par rapport à ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Encore là, non, mais c'est correct, mais c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a encore là, c'est encore un débat ce jour. Est-ce que Seth Rollins était vraiment fâché ou non? Il y a certains gens qui disent que c'était planifié qu'il y ait cette réaction-là. Il y en a qui disent que non, ils ne savaient pas. Bref, moi, personnellement, j'ai de la difficulté à croire qu'ils ne savaient pas. Parce que je pense, mais au final, tout le monde a sa propre opinion. Peut-être qu'on va le savoir un certain jour, peut-être qu'on ne le saura pas, mais bon. Ceci étant dit, un autre exemple que je donnerais, c'est moi, j'ai eu une grosse rivalité à les gars du podcast, qui est, je ne sais pas si tu connais la promotion, mais bref, c'est. J'ai déjà entendu parler. Ouais. OK, ouais. Dans le fond, ça, c'est à Montréal que ça se trouve. Puis ils font des shows presque au mois. Là. Il y a des storylines qui suivent et tout. Puis moi, j'avais vraiment été buildé comme un des gros babyface. Puis je feudais avec Mathieu Saint-Jacques du TDT. Puis il y avait même eu un angle où mes parents ont été impliqués puis qui a frappé mon père et tout. Ça a vraiment, comme c'était une grosse histoire, puis ça, on pourrait en parler plus tard, c'est sûr, mais c'est la meilleure storyline que j'ai faite là, à date de ma carrière. Là. Comme c'était vraiment, on a été chercher des émotions et tout ça. Mais exemple que les gens nous auraient vu sortir le même soir pour aller à nos véhicules, puis on est côte à côte, il n'y aurait pas eu de logique. Même qu'on s'abstenait quasiment d'aller vendre la marchandise ou quoi que ce soit pour pas qu'on soit proche. Donc, moi, si je le savais qu'ils sortaient, exemple, devant la foule ou quoi que ce soit pour partir chez eux, mais moi, je restais derrière parce que je savais que c'était une storyline que les gens étaient investis. Puis c'est que là, si on. Clairement, les gens auraient comme. Moi, selon moi, il y aurait eu un petit déclic à ce niveau-là. Mais là, si les gens peuvent avoir au moins juste un petit doute de comme ah ben, ils s'aiment vraiment pas, là, tu sais, donc, même s'ils comprennent qu'au final, c'est une histoire. Pour moi, c'est ma version de faut quand même garder un petit kayfabe à un certain point, mais il faut pas en exagérer non plus. Comme exemple, Junior Benito, que j'ai lutté contre un des meilleurs lutteurs au monde, en passant, selon moi. Mais bon, j'ai lutté contre à multiples reprises, puis j'ai eu une rivalité à GPW, puis je l'ai finalement battu. Mais un mois après, exemple, j'ai posté une story avec, parce que c'est un de mes bons amis. Mais, tu sais, comme là, les gens peuvent faire la différence que notre story est finie, puis, tu sais, comme. Je pense que c'est ça la différence. Il faut que les gens aussi comprennent qu'à un certain point, il y a une différence, là, mais après, bon. tu vois, regarde, l'une des très bonnes exemples, c'est Kevin Owens et Sami Zayn.
Tu vois, parce De que, quoi ça, excuse? je disais, l'une des Ah, très bonnes exemples, c'est Kevin Owens et Sami Zayn, parce que les deux se connaissent parfaitement, ils savent travailler ensemble, et pourtant, tu vois, ils ont été en rivalité également ensemble, et en gros, bah, tu vois, regarde, alors qu'en fait, tu vois, enfin, ils sont amis, tu comprends, donc tu vois, ça aussi, c'est exactement la même chose. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me parler du premier match que tu as fait? le premier match que j'ai fait, Ouais, le tout premier match. ben, OK, c'est encore là, c'est un peu dur à dire. C'est à cause, moi, dans le fond, avec Jacques, le premier combat que j'ai eu, c'était une bataille royale. Donc, OK. certains vont dire que ça compte pas comme un début officiel. Moi, je vais quand même le compter comme un début officiel parce que c'est ma première apparition dans un spectacle de lutte. Euh, donc, c'était dans une bataille royale, puis j'ai resté là vraiment. Puis ça, je peux raconter l'histoire un peu. C'est que, dans le fond, euh, j'étais censé lutter. Exemple, on avait commencé, comme je disais tout à l'heure, en 2016, en avril 2016. OK? Puis là, dans le fond, OK, j'essaie juste de faire le timeline. Là. Avril 2016, je commence mes cours. Ensuite, j'apprends en août, parce que j'avais quand même beaucoup évolué dans cette période de temps-là. Euh, Puis là, ben, en août, j'apprends que je vais avoir un single contre, euh, contre quelqu'un de plus expérimenté. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de gros parce que même les gens de ma classe, il y en a qui n'étaient pas encore prêts pour leur match, puis il y en a qui faisaient soit juste la royale. Donc, on s'est pratiqué pendant 2, 3 mois. Des fois, j'allais même dans la semaine. Il faut prendre en compte aussi que j'habitais à Hawkesbury, puis les côtes à Montréal. Là. Donc, je faisais quand même beaucoup de routes. Puis avec mes parents, je n'avais pas mes permis. Euh, Puis là, ben, dans le fond, arrivé au moment où, peut-être je dirais 3 semaines avant le spectacle, lui, parce que nous, c'est ça, c'est avec Jacques, il fallait pratiquer nos matchs, il fallait répéter nos matchs à plusieurs reprises. C'était comme ça avec Jacques. Au Wendy's, on arrive au spectacle puis on planifie notre match là-bas. Bref, donc, euh, ça arrive 3 semaines avant le spectacle. Jacques, je pense, il m'appelle ou il m'envoie un message puis il dit Mathis, je ne te pas son nom, là, mais le gars que j'étais censé, je pense que c'était Adam, là, mais, en tout cas, que j'étais censé lutter contre, je pense qu'il s'avait blessé au cou, puis il avait dit qu'il ne pouvait pas faire le show. Donc là, moi, j'étais un peu en peine parce que j'avais vraiment hâte d'avoir mon singles et tout ça. Puis là, vu que c'était proche du show, il savait pas s'il pouvait me mettre un spot dans le show. Finalement, les gars, ça, j'avais vraiment apprécié. Puis même, il y a un gars qui s'appelait James qui voyait que j'étais vraiment, vraiment euh, investi, puis que j'étais bon, puis je faisais du progrès, puis il dit non, non, tu peux pas, faut que tu lui donnes un spot comme il mérite, tout ça. Donc, j'avais un spot dans Royal, mais c'était pas un gros spot. Là. C'était, je faisais le début, je faisais un petit spot avec le personnage de la momie, puis je me faisais éliminer en 1 minute et demie. Mais j'avais un petit shine, tout ça. Donc, ça fut ma première apparition, mais c'était tout de même devant 2000 personnes. Ok. On va arriver Ouais, dans les questions les plus compliquées, hein. Je suis désolé, je te l'ai c'est dit au bon. niveau enfin de l'offre. Déjà, alors tu verras, on va vraiment commencer tout doucement, il n'y a pas de problème. Jusqu'à maintenant, tu me dirais que c'était quoi l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs que tu as fait? Ouais, on va commencer avec le pire, juste parce Ok, que ça me tente que ça soit vas-y. fait. Là. Euh, Dans le fond, OK, le P, je dirais, il y en a comme deux, mais je vais y aller avec un que c'est pas le P à cause du talent dans le ring, mais à cause des circonstances. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, je sais pas si tu connais la FML, qui est une Pas des du tout. compagnies. OK, c'est une compagnie, la Fédération montréalienne de lutte, où j'ai quand même grandi, là, proche de Montréal. Euh, Bref, puis là, ben, ouais, la FML, j'avais fait, ouais, dans le fond, j'ai été buildé un peu, puis j'étais dans une storyline, puis là, bref, j'étais comme dans le clan des heels, mais j'étais babyface, parce que j'avais pas le choix, comme. C'était avec l'académie de police. Puis là, c'était un 3 contre 3 contre les babyface. Puis là, c'était un peu comme un 3 contre 3 bizarre, parce que c'était des gens un peu comme random, on pourrait dire, qui étaient ensemble. Mais
c'est pas grave. Puis, tu sais, le but de ce match-là, c'était quand même cool parce que c'était pour me mettre au vœu. J'étais censé gagner, puis faire un roll-up, puis c'était moi qui avais comme la gloire au final. Donc là, le match se passe correct, là, les spots vont bien, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, il y a un spot que là, tout le monde est dehors, puis moi, je fais un topé, comme je dive sur tout le monde. Puis je pense que c'est la première fois que je faisais le topé de ma vie, puis j'ai eu une immense réaction, là. Donc jusqu'à là, ça allait super bien. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais le DJ a commencé notre musique après mon topé, comme si le match arrêtait. Puis là, la musique de l'Académie de police, donc là, la musique. Puis là, je regarde mon gérant qui était comme un peu mon ennemi, parce que j'étais comme avec lui par obligation. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est comme, je sais pas. Puis là, entre-temps, on apprend que quelqu'un dans notre équipe, il y a une commotion. Comme il a tombé sur un dropkick, puis il s'est pété la tête. Donc, il était comme, il savait plus qu'est-ce qui se passait, puis il est juste parti à l'arrière. Lui, il pensait que le match était fini, donc il est parti à l'arrière. Puis là, je disais à mon gérant, comme, parce que lui, il était vers les spots de la fin, puis j'étais plus green dans ce temps-là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Il dit, oh, viens avec moi. Donc, j'ai juste parti à l'arrière. Puis là, il a comme resté juste 3 personnes. Finalement, c'est les babyface qui ont été over. C'était même pas dans le planning, quoi que ce soit. Donc, ça a été un des moments les plus bizarres de lutte qui s'est passé de ma vie. Ce que je peux tu sais, comprendre tout à fait. Puis en plus, tu vois, ouais, c'est pas évident parce que tu vois, enfin, c'est pas évident quand c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est vrai que c'est pas évident. c'est ça. Puis c'était une situation parce que la chanson a joué pendant comme 15 secondes. Donc là, c'était vraiment une grosse confusion générale. Puis bref, au final, ce fut ce que ce fut, mais comme j'avais des gens qui étaient venus me voir puis ils comprenaient pas qu'est-ce qui s'avait passé, là. Puis, mais bref, donc c'est toujours ça un peu l'anecdote, là. Bref, Et ça pour dire que, mais là, si on va au meilleur match, ok, c'est dur parce que pour moi, j'en ai comme 3 4 qui sont vraiment. C'est sûr que j'aurais de la difficulté à pas mettre mon match avec Speedball Mike Bailey parce que ça a été un peu le match qui a lancé ma carrière. Puis même si je suis beaucoup meilleur maintenant que je l'étais quand j'ai fait mon match à ce moment-là, euh, c'était un match incroyable. Puis j'avais vraiment eu des réactions comme ça dans un match. Puis ça m'étonnait que la foule était plus derrière moi que derrière lui, surtout parce que techniquement, j'étais un de ses derniers combats avant qu'il parte pour TNA. Donc, moi, j'étais sûr que je m'en allais un peu dans un territoire hostile. Puis finalement, comme les gens, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont vraiment pris mon derrière. Puis bref. Donc, ce match-là, c'est sûr que c'est incroyable. Si vous voulez l'écouter, il est disponible sur YouTube. Mais sinon, c'est sûr que je dirais, j'ai comme 2 matchs contre Junior Benito que c'était comme incroyable, là. Parce que moi et Junior, on a vraiment une bonne chimie. On s'entraîne au même endroit aussi. Donc, on a toujours eu une connexion. Je pense que tout le monde qui lutte contre Junior a fait une bonne chimie. Mais je pense que nous deux ensemble, ça crée. Je pense qu'on avait eu un match en février l'an dernier, donc en 2023. C'était le match premier sur la carte, tout ça. Puis on s'est vraiment. C'était face contre face. Puis on a dit, garde, on y va all out. Je pense qu'on a fait un 18 minutes, là, puis c'était comme. Oh oui, on a vraiment eu des bonnes réactions. On a fait des beaux spots. Puis sinon, j'ai le match de cette année au Slush Poppy contre Junior, justement, où ce que là, j'étais heel. Donc, je trouvais que. Puis évidemment, j'ai eu l'aide de Million Dollar Man, Ted DiBiase, qui est venu me faire gagner. Mais ça, c'était un beau moment aussi, là, c'était cool. Euh, mais sinon, comme l'autre match que je dirais qui serait peut-être dans mon top 3 contre Aiden Prince, qui est aussi de TNA. ok. C'était à Seaway Valley Wrestling. Puis je ne sais pas pourquoi il y avait comme un. Tu sais, quand ils disent un big fight feel, c'était un peu ça. Puis parce que Aiden Prince revenait d'une blessure, puis ça a vraiment été comme un match euh, hard hitting, comme tu dis, là. Ça frappait vraiment fort. Puis comme j'ai un clip sur mon Instagram, si les gens veulent aller voir, puis on se chope, là. On mettra tout dans la description, ne t'inquiète pas. Ouais. Puis comme les chops, genre, ça a été les plus gros échanges de chops que j'ai eu ma vie, là, comme. Puis je pense que les deux, on s'est vraiment donné au maximum. Puis bref. Donc, ouais, ça serait ces 3 matchs-là. Donc, Speedball, Mike Bailey, Junior Benito et Aiden Prince. Ok. Alors, je voulais également aussi savoir, est-ce que tes parents, ils ont pu justement venir te voir pendant l'un de tes shows? Et si oui, c'était quoi un peu leur réaction?
ils viennent souvent. Mes parents sont comme redevenus fans depuis que je lutte. Puis ils adorent ça venir me voir, m'encourager. Puis même que ils viennent quand même très souvent, puis c'est rendu qu'ils sont même amis avec certains lutteurs, là. Donc, c'est comme, ils aiment ça venir des fois juste pour aussi voir les lutteurs, puis parler avec eux, puis parce que mes parents, ben, je mentirais pas, c'est des gens cool, là. Donc, tu sais, les lutteurs, puis vu qu'ils ont aussi déjà fait, comme je dis, ils ont été impliqués dans des spots, dans des shows, ben, là, les lutteurs ont comme pu jaser, parler avec eux puis créer des relations. Donc, c'est cool, là, comme, je trouve ça vraiment incroyable que, exemple, je peux arriver dans un backstage avec mes parents puis que les gens sont autant contents de voir moi que mes parents. Donc, non, mais ils viennent quand même, je dirais peut-être, tu sais, je lutte, quoi, 5-6 fois par mois minimum, puis ils vont venir au moins à 2-3 combats, là, par mois. Ils sont fiers de toi, tes parents, t'as pu discuter avec eux, ils sont fiers de toi. C'est quoi un peu le retour que tu as eu de tes parents? Ouais, ils sont très fiers, c'est sûr. Puis je pense que, tu sais, mon père, lui, il a joué au hockey compétitif, tu sais, il a joué junior et tout ça. Puis au début, c'était un peu ça que comme. Mais jamais que quand j'ai dit que je voulais aller dans la lutte, il m'a jamais retenu. Il a dit. Il voyait bien que j'aimais plus la lutte que le hockey. Puis il m'a poussé à 100%, là, au contraire, là. Donc, non, ils sont vraiment fiers. Puis au-delà de ça, ils aiment quand même ça, la lutte, là. Tu sais, comme c'est pas. C'est sûr qu'ils n'iraient pas voir de la lutte si je ne serais pas dans ce monde-là, mais ça leur donne une raison d'y aller, puis ils apprécient encore plus ça que je sois dans ce monde-là, parce que là, ils voient un peu comment ça fonctionne, puis bref, ils aiment ça, vivre des moments à lutte avec moi, puis ouais. Est-ce que tu as pu passer également si l'envie de faire de la lutte à d'autres membres de ta famille? Je ne sais pas si tu as des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui, eux Euh, aussi, ont envie de faire de la lutte. ben, pas comme j'ai mes petits cousins puis cousines, ils viennent me voir souvent à lutte. Ben, ils viennent me voir comme quand c'est dans la région et tout ça, là. Puis ils adorent ça. Je pense pas que c'est quelque chose qu'ils vont faire dans la vie, là, plus OK. tard, comme pas à ce que je sache, du moins. Puis ma soeur, ben, c'est pas vraiment dans ses champs d'intérêt, là. J'ai une soeur, mais bon, elle a ses propres passions, ce qui est bien correct. Par contre, drôlement, il y a beaucoup de promoteurs qui ont voulu que ma mère fait de la lutte. Parce que ma mère, c'est une femme qui est quand même, elle a des muscles, puis elle est vraiment en forme. Donc, c'est un peu. Puis là, il l'appelle Maman Gibier, parce que moi, je suis petit gibier. Donc, puis justement, en ayant fait ces spots-là avec Saint-Jacques au gars du podcast, ben, ça un peu. À un certain point, ça lui donnait quasiment même le goût, tellement que les gens disaient, mais c'est sûr, quand même, pour quelqu'un qui veut commencer à faire de la lutte, c'est sûr, quand même, pas qu'elle est vieille, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est sûr qu'elle a commencé à faire de la lutte dans la fin des quarantaines, c'est un peu dur. Puis surtout qu'elle a fait de la retraite, donc c'est dur pour son corps. Euh, mais comme elle veut peut-être s'impliquer des fois à faire des spots, tout ça. Bien évidemment, si ça donne. Moi, c'est vraiment. Moi, je vais jamais impliquer mes parents si ça n'a pas lieu d'être. Puis eux, c'est le même avis. Comme, au contraire, des fois, il aime mieux juste venir voir le show, mais si ça a de la logique et tout, ben après ça, comme je me rappelle que la première fois que j'ai impliqué mes parents dans un spot, ils étaient vraiment stressés puis ils voulaient quasiment pas le faire. Mais quand on l'a fait puis ils ont vu les réactions, après ça, ils étaient contents. Là. Ils étaient vraiment comme wow. Puis même mon père, il a mangé une bonne gifle de Saint-Jacques. Là. Comme Saint-Jacques, là, vraiment, il s'attendait pas que ça rentre à ce point-là. J'ai dit pas fake la lutte, par exemple. Tu Mais vois? bref, mais c'est ça. Mais par contre, j'ai un petit gars que je connais, du nom de Connor, qui, lui, dans le fond, il allait me voir lutter quand j'étais jeune, tout ça. Ben, encore, même à ce jour, mais là, lui a décidé de commencer à prendre des cours de lutte. Puis il vient de la même région. Moi, non. Je trouve que c'est quand même cool que j'ai réussi à influencer un jeune à faire de la lutte, puis que là, il est presque rendu à graduer, là, puis à commencer à faire des combats. Là. OK. J'ai encore deux dernières questions, puis après, on va rentrer vraiment dans les questions compliquées. Hein. Donc, tu vois, je Okay. préfère le dire. Comme ça, au moins, tu
Tu vas t'attendre aux questions compliquées. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui est, enfin, tu vois, qui te critique beaucoup? C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu arrives à voir tes matchs? Est-ce que tu arrives à les regarder? Ouais. Est-ce que tu arrives à te supporter? Parce que je sais que beaucoup de monde me dit, tu vois, que c'est infernal un peu pour eux de pouvoir regarder leurs propres matchs parce que bah, pour eux, tu vois, enfin, ils sont trop critiques envers eux-mêmes. Est-ce que toi aussi, pareil, tu es trop critique envers toi-même? Je, je, je suis critique, mais je suis aussi capable de voir le positif dans ce que je Ok. fais. Contrairement, je sais qu'il y a des gens qui c'est un gros défi qui sont pas capables de voir le positif dans leurs choses. Moi, je suis capable de faire les deux. Je suis capable de voir que quelque chose que j'ai fait était moins bien, tandis que je suis capable de voir de quelque chose que j'ai fait qui était mieux. Donc, il faut quand même se supporter à ce niveau-là. Mais comme exemple, j'ai de la difficulté à regarder mes vieux combats. Parce que je vois à quel point je fais des erreurs et qu'il y a des choses que je fais qui sont pas logiques. Donc, ça, je ne mentirais pas. Ah, Mais, après, c'est normal, ouais, c'était tes débuts, donc oui, tu vois, ça c'est ouais, exact. normal que, donc tu vois, c'est complètement normal. C'est comme si qu'aujourd'hui, tu irais voir l'Undertaker et tu lui dis qu'est-ce que tu penses Ouais. de tes débuts, il va te dire que mon placement était dégueulasse à ce moment-là. Mais après, ça c'est tout à fait normal. Non, c'est ça exactement. Tu as totalement raison à ce niveau-là. Mais non, c'est ça comme. Moi, j'aime ça vérifier mes combats pour voir. Parce que des fois, quand tu es dans le vif de l'action, tu le sais des fois des choses que tu as fait qui sont pas correctes, mais des fois, en regardant, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues comme ah, OK, la foule a réagi à ça. Ou des fois, ah ben, ça, j'aurais dû être placé à telle place. C'est comme. Moi, c'est pour ça que j'aime vraiment comme vérifier mes combats au par après. Parce que moi, je trouve si les gens le font pas, ils ne pourront jamais s'améliorer à 100%. Parce qu'en vérifiant tes combats, c'est là que tu vois des choses que tu peux améliorer et tout ça. Donc, non, moi, j'aime ça être critique à moi-même, mais en même temps, de pouvoir réaliser que des choses les choses que je fais sont bonnes. Ok. Et tu vois, regarde, Skype était d'accord parce que pendant que tu étais en train de parler, il y avait un petit pouce et tout, donc ça veut dire qu'il est tout à fait d'accord avec ce que Ils tu sont dis. d'accord. C'est incroyable. Ah bah tu vois, regarde, ça fonctionne. C'est Yeah. incroyable la technologie, je te jure. Et justement, ma dernière question au niveau de tes matchs, je voulais savoir un petit peu, est-ce que toi, les matchs à stipulation, par exemple, tu vois, enfin les matchs hardcore ou juste des matchs à stipulation, est-ce que ça c'est des choses dans lesquels tu aimerais bien faire, que tu adores évoluer, ou tu préfères plutôt avoir des matchs classiques? Alors attention, hein, des matchs classiques, ça Ouais. peut être également aussi des matchs à stipulation, mais est-ce que un peu le hardcore, ça peut être des choses qui t'intéresseraient ou vraiment pas du tout? Mais j'aime explorer des différents types de matchs parce que je trouve que ça donne justement. c'est- J'aime ça explorer différentes choses. Puis j'aime ça Ok, quand on sort un peu du moule d'un match de lutte régulier. Mais il faut que ça ait une raison d'être. oui. Si je vais aller faire un match. OK, mais quand on dit hardcore, juste pour qu'on soit clair, je fais jamais du hardcore comme deathmatch. C'est vraiment plus. XPW, par exemple, comme à Ouais, non. XPW ou des Terry Funk ou des trucs Moi, comme ça, je fais plus complètement pas. du hardcore comme Brawl, Street Fight. Ouais, C'est ok, comme le plus loin que j'ai été, c'est sûrement des thumbtacks, genre. Mais ok. c'est pas comme. Je vais jamais aller dans des néons, dans de la Hmm. vie et tout. Ça, c'est vraiment pour moi, non. Comme je ne mettrai jamais mon corps en péril, à moins que tu me payes 1 million pour le faire, là, mais comme ça, c'est autre chose. Mais ceci étant dit encore, exemple, je te donnerai justement un exemple par rapport à des stipulations autres que Mais, OK, exemple, avec Saint-Jacques, ça avait sa raison d'être, que ce soit un match hardcore, qu'il y a des punaises, tout ça, parce qu'on avait une rivalité que ça faisait 1 an qui durait, puis qui avait sa raison d'être. Euh, mais là, si on parle, exemple, d'une autre stipulation comme un Two Out of Three Falls ou quoi que ce soit, j'avais une rivalité Babyface contre Babyface avec Jérémy Profit à Lutte Laurentide, qui est une compagnie de la chute au Québec. Puis, on était une victoire. Donc là, à leur gros spectacle de fin d'année, les gens pouvaient voter pour la stipulation. Donc, c'est soit un 2 de 3, un soumission ou un Ironman de 30 minutes. Les gens ont voté un Ironman de 30 minutes. Est-ce que ça aurait été logique qu'on fasse ça dans notre premier combat? Non, parce que ça n'a pas Hmm. sa raison d'être. Mais là, vu qu'on était une victoire chaque, là, il y avait une raison d'être pour le match de 30 minutes qui a comme terminé notre histoire.
C'est bien ça que le public a pu participer. Ça me fait penser un peu à un show de la WWE. Je crois que c'était Cyber Sunday où Oui, à un oui, c'est moment ça. donné, il y avait je ne sais plus qui devait affronter soit 3 ou 4 catcheurs, enfin parmi les 4, et on en a choisi un. Et du coup, ça me fait penser à ça. On arrive justement dans les questions compliquées. Ça va? Tu es prêt? OK, je suis prêt. Allez, c'est parti. Du coup, je voulais savoir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Ah, ça m'a apporté tellement de choses, des amitiés, des connexions, trop de choses. Ça m'a apporté du dépassement de soi-même. Je pense que c'est un bel univers où on permet de se développer en tant qu'être humain également. Ouais, c'est pas mal ça. Tu dirais que ça a été un peu comme le Covid, je mets des parenthèses, je m'explique pourquoi je dis ça. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis également aussi, parce que je sais que beaucoup de monde l'ont dit que le Covid, ça leur a permis également enfin, tu vois, enfin, de se connaître, tu vois, disons, tu vois, personnellement, est-ce que tu dirais aussi que la lutte, toi, t'a permis d'apprendre plus à te connaître, de Ouais, voir un petit peu peut-être tes limites? ouais, 100%. Puis, tu sais, je trouve que c'est tellement comme fascinant la lutte quand tu y penses. Le monde de la lutte en général. On fait beaucoup de routes, on arrive là, on parle à des gens, on monte une histoire, des fois en moins de 30 minutes, avec une autre personne qu'on fait devant une foule, avec des moments improvisés. Donc, je pense que oui, ça nous permet tellement d'en apprendre sur nous-mêmes, tout en apprenant sur les autres personnes là, aussi. Donc, ouais, ça m'a. Mais je pense, la chose numéro un, je dirais, c'est des connexions. Moi, les amitiés que j'ai faites à la lutte, tout ça, je vais toujours être grateful, comme ils disent. Là. Je vais être reconnaissant pour ces amitiés-là là, le restant de ma vie. On peut se faire de vrais amis, selon toi, dans la lutte? 100%. Même, tu sais, comme, je trouve que on est à un temps où ce que ça sert à rien d'être malsain avec de la compétition avec d'autres gens. Moi, l'exemple parfait que je vais donner, puis là, tu sais, là, je vais vraiment comme plus, ben, pas personnel, mais je sais même pas, je pense que j'ai jamais dit ça vraiment en entrevue, mais exemple, moi, je m'entraîne à The Keep, ça fait un bout, puis qui est l'école de Stu Grayson et Voluno. Euh, mais, exemple, là, un an passé, il y a London Lightning qui est venu. Il a la même âge que moi, on a un peu le même. Je trouve qu'on se ressemble un peu, tu sais, comme on a plusieurs similarités. Mais lui, en l'espace d'un an, il a eu des opportunités à All Elite Wrestling, il a été mis dans des gros matchs, tout ça. Puis j'ai eu cette discussion-là justement avec Stu l'autre jour. Moi, est-ce que je suis le genre de personne, comme j'aurais pu être la personne qui dit oh, il mérite pas, moi ça fait plus longtemps que je suis là que lui, blabla, mais non, au contraire, comme je dis, ça sert à rien de faire ça. Moi, au contraire, tu sais, j'ai sharé ces choses de All Elite Wrestling, je le supporte là-dedans, je suis content pour lui. Est-ce que je l'envie? Oui, d'un sens, parce que c'est sûr, j'aimerais avoir ces spots-là, mais en même temps, ça me motive encore plus à vouloir me surpasser moi-même puis dire, OK, je vais essayer de, encore là, upper ma game puis d'être plus en forme, m'entraîner plus. Donc, à la place, je prends ça comme une source de motivation puis que je me dis que les deux, à un certain point, on va être dans des compagnies, tu sais, comme, puis c'est rendu un de mes bons amis également, non? Tu sais, c'est là qu'il faut faire la différence, je pense, entre ça sert à rien à faire comme je disais, de la compétition malsaine, puis de dire, oh, il ne devrait pas avoir cette opportunité-là ou quoi que ce soit. Euh, oui, on connaît tous des gens qui ont eu des opportunités à cause qu'ils connaissaient d'autres gens, puis que peut-être qu'ils le méritaient un peu moins, mais au final, on n'a pas de contrôle là-dessus. Moi, je pense qu'on peut juste être content pour les gens avec leur succès, puis que c'est une source justement de motivation. Euh, donc, non, c'est ça comme. Donc, pourquoi je disais ça, l'affaire de London, c'est que oui, comme je dis, c'est que je l'envie d'un certain point de tout le succès qu'il y a eu, mais je suis pas jaloux de lui. Il y a une différence entre la jalousie et l'envie. Euh, puis bref, ben c'est ça, comme là, j'ai dérapé un peu, mais c'était juste pour dire comme C'est pas grave. au final, ouais, Non, non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, comme on dit, on a chacun ses visions et c'est pas grave. ouais, Même si tu dérapes, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais, moi, je suis ici pour remettre les choses dans. Non, non, je ouais, plaisante. c'est ça.
Non, non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, moi, comme je dis ici, tu vois, enfin, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et tout. Bon, après, faut Ouais, pas non plus, tu vois, enfin, que ça rentre un peu, tu vois, enfin, dans des trucs de fou. Pareil, je voulais savoir, alors, je sais que très peu de monde aime bien, enfin, aime bien l'avouer, parce que voilà, tu vois, on se dit toujours, ici, tu vois, on est en podcast, je veux quand même qu'on garde toujours une bonne image de moi. Attention, hein, c'est pas du tout une question qui va te détruire. Personnellement, je préfère le dire tout de suite, mais est-ce que tu as déjà eu ou pas du tout des moments de burn-out? Parce que tu vois, on reste quand même un humain avant tout. Est-ce que par rapport au niveau de la lutte, est-ce que des fois tu t'es dit putain, est-ce que là honnêtement, enfin, j'ai encore ma place dans la lutte? Est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que franchement je devrais encore continuer là-dessus pour pas mal de ouais, raisons différentes, mais est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport à la lutte? oui. Je ne pourrais pas te nommer les moments précis Non, parce non, non, qu'on mais dirait c'est pas que, grave. mais j'ai souvent eu des bouts où je me suis senti comme, OK, tu sais, oui, j'ai eu ces pensées-là, tu sais, je peux pas le cacher que, du sens que, OK, ben là, ça fait 1 an que je trouve que les choses avancent pas, puis que pourquoi que j'ai pas une opportunité ou, tu sais, mais c'est que on dirait que, justement, au début, je pensais un peu que j'étais meilleur que ce que j'étais. Puis là, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, OK, c'est une source de motivation. J'ai commencé à m'entraîner d'équipe. J'ai commencé à lutter à plusieurs endroits. Puis là, c'est comme, j'ai commencé à travailler sur du nouveau gear. Tu sais, c'est comme, c'était des choses comme ça que ça m'a permis d'avoir une meilleure image en tant que lutteur, puis de m'améliorer, tu sais. Euh, mais tu sais, je trouve que je suis quand même bon à ce niveau-là. De quand que j'ai des moments comme ça m'arrive quand même occasionnellement, de comme, ah, ben là, je suis tanné, puis, tu sais, mais là, j'ai une motivation qui me vient, OK, non, comme j'ai des grosses choses qui s'en viennent, puis là, puis des fois, ça peut être banal, mais comme, tu peux être très, genre, découragé ou déçu, puis là, Bien sûr. boum, il y a une grosse opportunité qui s'annonce 2 jours après. Donc, avec la lutte, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est comme dans la vie en général, là, tu sais, dans toutes les choses. Donc, mm, moi, oui, j'ai eu des moments plus burn-out que j'étais comme, ah, ça vaut-tu la peine ou quoi que ce soit, mais au final, je sais c'est quoi mon but, je sais c'est quoi mon objectif, puis je suis jamais prêt à abandonner, là. Bien sûr. Mais tu vois, je trouve, selon moi, tu vois, que c'est important également aussi d'en parler parce que tu vois, c'est Ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. On oublie à chaque fois que les superstars qu'on voit ou les catcheurs lambda, ce sont aussi des humains avant tout. Donc, ouais, comme tout humain, vous avez des moments de joie, comme vous avez aussi des moments de faiblesse. Et je trouve que tu vois, c'est aussi important tu vois, enfin, de rentrer dans la réalité des choses et de se dire que bah oui, tu vois, ouais, parfois, j'ai tel et tel souci, ça m'arrive, hein, c'est compliqué, mais au moins, tu vois, ce qui est bien, c'est de pouvoir également de le reconnaître et de dire oui. Après, encore une fois, moi, je veux pas non plus trop rentrer dans les détails et tout, mais tu vois, c'est important que je trouve également aussi de le dire. Pareil, pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur, tu dirais? ben, c'est sûr, c'est une question très générale, mais tu sais, c'est sûr que c'est les sacrifices qu'il faut faire, je pense. Mmh, Parce que il y en a des gens qui veulent être dans la lutte, puis ils veulent juste faire ça pour le plaisir, puis ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, qu'est-ce qui est plus compliqué à mon niveau, c'est je trouve, c'est que moi, c'est sûr, je voudrais faire une carrière là-dedans. Puis, qu'est-ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que je laisse beaucoup de choses derrière moi pour atteindre cet objectif-là. Puis là, je sais que les plans que j'ai en vue, exemple, ben, ça va devoir impliquer des choses comme de faire des sacrifices sur certaines choses. Donc, c'est juste de dire à quel point que je suis prêt de les faire, tu sais. Parce que j'ai quand même une vie où ce que je suis, tu sais, j'ai des gros projets, puis j'ai ma propre fédération de lutte. Donc, j'appartiens au sommet de la lutte, qui est ma compagnie de lutte à moi, tu sais. Euh, donc, c'est sûr que si un jour je veux lutter à l'international, me promener, tout ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je remette en question. Parce que j'aime ça être promoteur, mais mon but au final, c'est d'être un lutteur professionnel à un haut niveau. Donc, c'est des choses comme ça que c'est plus dur tu sais, faut que il y a des sacrifices qui se fassent, mais à un certain point,
tu te dis, ben là, c'est des grosses questions. Est-ce que je suis prêt à le faire à 100%? Ben, moi, oui, je suis prêt à le faire, je pense, mais j'ai bien beau le dire, mais le faire, c'est une autre chose. Bien sûr. Donc, mais moi, je dirais que c'est ça qui est compliqué. C'est gérer aussi le temps et tout ça, parce que moi, quand je lutte, j'aime ça être dans ma meilleure forme possible. Mais avec ma job et tout ça, c'est dur des fois d'essayer de tout gérer. Tu sais, comme j'ai un emploi désormais qui est à Hawkesbury, mais je suis chaud de lutte à Hawkesbury, mais j'ai des choses à Ottawa aussi. Là. Tu sais, je suis dans une compétition universitaire à Ottawa. Donc, c'est de gérer tout ce temps-là. Ça, c'est une grosse complication, je pense, en faisant de la lutte, parce que la lutte, ça doit être un peu ton focus numéro un quand tu en fais. Ok. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué également si en étant lutteur d'être en couple? Tu me disais tout à l'heure en off que tu avais une petite amie et tout. Est-ce que c'est Oui, compliqué justement, tu dirais, d'être en couple ou est-ce que ça va, tu arrives à gérer ça? Parce que tu vois, comme on le rappelle, c'est pas forcément évident. La semaine, tu travailles. Le oui. week-end, bah, tu luttes. Est-ce que parfois tu arrives à avoir tu vois, enfin, des moments à toi privés ou est-ce que c'est compliqué? Oui. Je réussis. Je te dirais, c'est, tu sais, à un certain point, oui, c'est plus dur, mais c'est encore là, c'est de trouver un équilibre de vie qui te permet de. Tu sais, ça donne que si je lutte, quand je lutte à Montréal, puis dans cette région-là, ben, je peux aller la voir parce qu'elle habite proche de là. Donc, Ok. c'est un peu de dire, ben, justement, d'essayer de fitter mes horaires avec la sienne. Puis, on a un peu des. C'est de trouver aussi, d'avoir quelqu'un qui est prêt à t'encourager là-dedans, qui sait que tu vas être parti souvent, et tout ça. Je pense que si la personne comprend ça, ben c'est possible d'avoir une copine ou un copain qui est dans la lutte. Ok. Et toi, justement, elle fait pas partie de la lutte ou pas du tout? Non, du tout. Ok. Et c'est quelque chose qui peut être bénéfice ou négatif. Je m'explique parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Bon, tu vois, enfin, on a tous des défis complètement différents. Et c'est vrai que tu vois, parfois, bah, des fois, tu vois, on va se dire, on le sait, on le voit, c'est pas non plus une surprise. Beaucoup de catcheurs et de catcheuses, tu vois, sont en couple, hein, que ça soit dans l'indépendant ou que ça soit dans le monde professionnel. On va pas se mentir. Est-ce que tu dirais que pour toi, selon toi, et encore une fois, de ton expérience à toi, de ton ressenti à toi, est-ce que tu dirais que ça peut être aussi compliqué d'être en couple avec une lutteuse par rapport au niveau, tu vois, un peu des, comment je pourrais dire ça, des opportunités? Parce que tu vois, je sais qu'il y en a des fois qui me disent, bah, tu vois, par exemple, j'étais en couple avec un lutteur et le problème que j'ai eu, bah, c'est que, en fait, en gros, bah, moi, je voulais qu'il parle un petit peu de moi et tout. Donc, tu vois, enfin, on lui a promis, tu vois, enfin, il lui promettait des choses, puis au Ouais. final, il le fait jamais. Et après, ça peut être également aussi la même chose, hein, l'inverse et tout. Est-ce que pour toi, tu dirais que ça serait aussi compliqué d'être en couple avec une personne lambda, Mais avec une personne aussi j'ai qui est dans le ouais, milieu? Je je parle l'ai de pas trop, je suis vécu. désolé. Non, non, c'est bon. C'est ton podcast, fais ce que tu veux, mon dieu. Mais euh, je l'ai jamais vécu. Donc, Ok, je pourrais pas te dire. C'est sûr que ça a ses avantages et ses désavantages bien comme sûr. tout. Mais encore là, si tu trouves quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi, ou que, pas nécessairement qui a les mêmes objectifs, mais qui est prêt Ouais. à te pousser dans tes objectifs, puis qu'elle est là pour te supporter, il est là pour te supporter, ben, je pense qu'au final, ça peut fonctionner, mais c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Surtout si vous avez pas s'ils n'ont pas les mêmes bookings, Oui, ben là, ça peut être plus conflictuel parce que s'ils se voient pas pendant la semaine, puis là, la fin de semaine est plus. mais Donc, ouais. c'est pour ça que je dirais, tu vois, enfin, en gros, c'est un avantage et un inconvénient parce que tu vois, le fait d'être avec une personne qui est dans le monde de la lutte, ça permet également aussi à ce que elle comprend un peu ce que tu ressens et tout, vu qu'elle est Ouais, également exact. aussi dans le domaine. Mais aussi, à l'inverse, une personne qui n'est pas du tout dans le domaine, des fois, elle peut se poser des questions. Elle se dire, putain, mais tu vois, enfin, il me raconte quoi, tu vois, enfin, il a des douleurs. Un exemple, hein, tu vois, un truc à la con, au niveau des douleurs, parce qu'on le rappelle encore une fois, quand vous vous frappez, bah, vous vous frappez réellement et tout. Et des fois, admettons, bah, tu peux lui dire, ouais, bah, j'ai mal là et tout. Et puis, tu vois, admettons, une personne qui n'est pas dans la lutte, il va me dire, mais attends, il me raconte quoi et tout là. Enfin, il a mal là, il a juste fait, tu vois. Enfin, des fois, il y en a, ils prennent pas le cas, disons, tu vois, disons, au sérieux. Donc, tu vois, ça peut être aussi embêtant par rapport à ça. Ouais. Mais si ta copine
ou ton copain est déjà venu te voir lutter, je pense qu'il va comprendre. OK. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et justement, toi, Ouais. elle est venue et elle était fière de toi? Ouais, mais là, à date, elle est venue à un combat, là, c'est quand même tout récent, là. Mais OK. ouais, elle a bien aimé ça, donc on verra la suite des choses, là. Je pense qu'elle devrait être là à certains de mes prochains combats, donc ouais. Mais pour l'instant, même ses amis étaient venus, puis ils ont très aimé, donc je pense que ça peut rejoindre beaucoup de gens qui pensent pas qu'ils aimeraient ça, donc ouais, c'est cool. Tu parlais que tu avais également aussi des objectifs particuliers où tu t'es Ouais, fixé, hein, c'est toi qui me disais ça tout à l'heure. Est-ce que le fait de parce que vous êtes beaucoup plus près que nous ici en France des États-Unis, ouais, tu parlais tout à l'heure que, bah, peut-être tu avais l'occasion, d'avoir pu, être, l'élève de Jacques Rougeau et ça franchement c'est très cool. Est-ce que si admettons, je sais pas moi, demain tu es appelé, enfin je sais pas, à la ROH, c'est tout ce que je te souhaite ou justement tu veux faire un séminaire aux États-Unis que tu dois partir pendant un mois ou 2. Est-ce que ça, c'est également aussi des choses que tu en as parlé un petit peu avec ton entourage? ouais, mais c'est sûr, j'ai des projets, j'ai des plans que je veux pas nécessairement dire parce que Ouais, bien sûr. Non, non, mais j'attends je que me ça se doute. concrétise. OK. Mais moi, je suis prêt à faire, comme je dis, aussitôt que je sens que je vais être prêt au niveau aussi financier, il faut se le dire. Ouais. Puis que tu sais, les choses se concordent, ben moi, que ce soit de partir à l'international, d'aller en Europe, tout ça, que ce soit d'aller aux États-Unis, euh, puis même si c'est de faire du travail d'extra, tu sais, là, j'ai été à Slammiversary, à TNA. Donc, ça, c'était un bon début, je pense. Puis là, c'est ça. Là, c'est sûr, je vise la WWE beaucoup. J'ai fait un séminaire, entre autres, avec Gabe Sapolsky, qui est le recruteur de la WWE. Donc, on verra où ce que les choses en mènent. Là. Mais non, moi, je suis vraiment. J'ai soif d'opportunités, puis je suis prêt à les saisir là, quand ils vont passer devant moi. Ça s'est passé comment pour toi avec, justement ce recruteur de la Ouais. WWE et il t'a Ben, donné quoi comme conseil? Ben, je dirais comme c'est dur parce qu'on était vraiment beaucoup, là. On était à environ 48 heures. Puis lui, il parle pendant environ 1h30 de ce que la WWE recherche. Donc, au moins, tu sais clair, net et précis ce que eux ils veulent, ce qu'ils recherchent. Puis ensuite, là, on avait tous des matchs de 3 minutes. Puis là, après les matchs, ils nous donnaient des commentaires. Donc, j'ai eu des bons commentaires, autant que j'ai eu aussi un commentaire constructif. Puis de là, ben, au moins, il y a mes informations et tout. Donc, c'était sûr que c'était une bonne idée d'y aller. OK. Non, mais au moins, tu vois, c'est important et au moins, tu vois, ça permet justement, tu vois, aux gens de découvrir un petit peu Oui. également à quoi ça sert. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Encore une fois, je te remercie pour cette Ah, interview. pas de Allez, problème. encore 4 dernières questions, puis encore une fois, je vais te laisser. Pareil, je voulais savoir quel était pour toi l'un des meilleurs conseils que tu as pu avoir jusqu'à maintenant, que tu l'as appliqué et Hum. que justement tu as vu que ça a fonctionné? Mais je dirais qu'il y a deux conseils. Il y en a un qui c'est très cliché. OK. Euh, le conseil, je pense, puis je pense que ce conseil-là n'est pas, tu peux le dire assez de fois, puis il sera jamais dit assez souvent, mais que less is more. Que comme moins, c'est mieux. Parce que souvent, les lutteurs essaient d'en faire trop, puis ils prennent pas en compte la foule. On parlait tout à l'heure de lutter devant une foule de 100 personnes ou de 1000 personnes. Tu peux pas faire le même type de match devant 100 Bien sûr. personnes que devant 1000 personnes. Ça, c'est une chose. Donc, tu sais, puis moi, j'étais aussi dans ce syndrome-là d'essayer d'en faire trop auparavant. Des fois aussi, j'en fais trop. Ça arrive, là, je ne le cacherai pas, mais j'ai appris à mieux me doser dans un ring, puis d'essayer parce que aussi, là, on se le cachera pas, c'est très dur, très éprouvant, là, faire de la lutte. Là. Un match de lutte, c'est pas facile. Là. Donc, si tu essaies de toujours rusher tes spots, c'est sûr qu'il y a plus de place à erreur. Si tu essaies d'en faire trop, tu vas avoir plus de place à erreur, tu vas avoir moins de cardio dans le ring. Donc, c'est c'est d'essayer de placer ces choses stratégiquement sans faire trop, puis de faire les choses que tu sais que tu maîtrises à 100%. Puis le deuxième conseil, puis ça, parce que ce conseil-là, ça a été dit 1 million de fois par 1 million de personnes, mais un des autres conseils que j'ai eu, que je ne sais pas si je l'ai eu directement ou que je l'avais entendu en entrevue, c'est de Sexy Eddie, qui est un lutteur très populaire quand même Je au connais. Canada. J'ai déjà eu une interview Ouais, avec. ouais, c'est ça. Puis excellent, Eddie, là, je l'adore. Qui avait dit les gens ne réalisent pas, mais
souvent, qu'est-ce qui est important dans là, c'est les moments, de faire vivre des moments. Donc, on le réalise pas assez souvent, mais tu sais, des fois, les gens vont aller dans un spectacle de lutte, c'est 7 combats de lutte, sans histoire, puis oui, au final, ils vont peut-être être satisfaits de leur soirée, mais quand tu peux faire vivre un moment à une foule, tu sais, que ce soit lui quand il fait un spot, puis que les fesses à l'air, puis que les gens vont en rire, autant que ça peut être comme quand moi puis Saint-Jacques, quand ma famille s'en est impliquée, ben les gens en ont parlé après le gala et tout ça, là, puis ça s'est promené sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est un moment. C'est même pas le match en tant que tel que les gens ont discuté, c'est qu'est-ce qui s'est passé après, le moment. Donc, c'est ça que j'essaie de retenir désormais, puis d'essayer de faire de plus en plus dans mes combats, puis dans mes storylines et tout ça, c'est de faire vivre des moments à la foule présente. Si un jour tu as des enfants, ou si tu attends, je vais reformuler ma question, excuse-moi. Si un J'ai jour pas tu as d'enfant ouais, actuellement. voilà, c'est ça. Si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire de la lutte? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi est-ce que tu mettrais une condition particulière? Oui, mais je voudrais pas que ça vienne de moi. Je voudrais OK. vraiment que les enfants, ça vienne de eux, que ma copine soit d'accord, bien évidemment, puis que ça soit comme, ben, tu sais, je veux pas non plus juste les lancer là-dedans, puis que je voudrais aussi comme faire en sorte qu'ils soient bien entraînés, que, tu sais, je voudrais aussi que les erreurs que moi j'ai faites, que eux les fassent pas, mettons. Mais non, ça me dérangerait pas. C'est sûr que peut-être je leur ferais commencer un peu plus tard que moi. Peut-être 14 ans, mettons, mais ça cause à 12 ans, je trouve que c'est encore très jeune, puis tout ça. Je voudrais quand même qu'ils vivent un peu leur adolescence. Mais, tu sais, mettons, là, à 13, 14 ans, si mon enfant veut vraiment, ben, j'aurais pas de problème avec ça. OK. Est-ce que tu aurais peur également aussi de l'image qui pourrait incarner sur le ring, tu vois, être la fille d'eux ou être le fils d'eux? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter? Parce que je sais que parfois, tu vois, c'est vrai qu'on se dit merde, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter? Genre de dire, bah, je sais pas, moi, allez, imagine que allez, c'est tout ce que je te souhaite, hein, mais imagine, tu vois, dans 10 ans, tu exploses du côté de la TNA, de la ROH ou même encore du côté de la AEW, tu as des enfants comme une personne lambda et tout, puis bah, justement, tu vois, tes enfants, ils veulent suivre un peu ton parcours, puis bah, malheureusement, tu vois, ils se plantent un peu comme on a vu malheureusement avec la fille de The Rock, où la pauvre, elle s'est fait insulter sur les réseaux sociaux Ouais. parce qu'elle était, désolé du terme, elle n'était pas très bonne sur le ring. Est-ce que ça aussi, c'est aussi un peu une pression que tu te mets? Est-ce qu'être être la fille d'eux ou être le fils d'eux, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait t'angoisser? Pas vraiment, parce que au final, moi, je voudrais juste qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Puis si c'est OK. ça qu'ils aiment, ben, je les pousserai à 100%. Par contre, je dois vraiment faire sûr qu'ils soient prêts à lutter avant qu'ils commencent à lutter, là. Comme, je voudrais quand même être là pour les épauler à 100%. OK. Puis si je vois qu'ils sont prêts et qu'ils sont à leur chose, à leur affaire, puis tout ça, ben, qu'ils aillent lutter. Puis même s'ils ont des mauvais combats ou quoi que ce soit, c'est pas grave, là, comme il y a place à apprentissage comme que moi, j'ai eu dans ma carrière. OK. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. C'est la question bonus. OK. Je vais te donner une baguette magique. Tu as Ouais. l'opportunité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix, OK, que tu aurais aimé affronter ou que tu souhaites affronter. Ça peut être des personnes qui sont morts, qui sont toujours en activité actuellement ou qui sont justement à la retraite. Bref, qui c'est que tu aurais aimé affronter si jamais tu avais l'opportunité d'affronter 3 catcheurs de ton choix? Je t'en demande 3 parce que de base, j'en demandais un seul, mais comme on me respecte toujours ici, donc du coup, tu vois, j'ai dit oui pour Ouais. 3, donc du coup, maintenant, ça c'est 3 personnes. T'as bien fait, t'as bien fait. Mais ouais, dans le fond, le premier que je dirais, c'est Édouard Carpentier. OK. Est-ce que tu sais c'est qui? Oui, bien, bah, quand même, hein. Ah Je oui, sais ok, bien que tu viens de France, suis c'est vrai. quand même, hein, je connais quand même Ouais. monsieur Carpentier. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui. C'est pour ça Ouais. que. Mais Édouard Carpentier, puis souvent, il y a des gens qui vont dire, oh, ouais. Mais oui, parce que tu sais, Edouard, il a amené beaucoup au Québec, là, Oui. comme, tu sais, c'est lui qui a amené le Géant Ferré aussi, puis tout ça. C'est lui qui Puis, a, si je dis pas de conneries, c'est pas lui aussi qui est à l'origine du Royal Rumble? Non, 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 je crois que je dis non, une ça, c'est énorme. Pat Patterson.
Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, Mais mais dans le je vois que fond, Edouard, il a amené un peu l'acrobatie à la lutte au Québec. Donc, tu sais, puis il a été une grosse figure marquante dans la lutte, justement, pas simplement au Québec, au Canada, tout simplement. Puis, souvent, les gens, quand ils faisaient référence à de la lutte plus acrobatique, quoi que ce soit, c'était Edouard Carpentier. C'était la référence de lutte. Donc, si je pouvais le ramener en vie, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. Puis, bref, oui, Edouard Carpentier. J'ai pas le choix de dire Bryan Danielson, parce que c'était mon idole. Puis, même à ce jour, en ce moment, je sais que sa carrière va finir, donc les chances sont 0,01 que je lutte contre dans ma vie avant qu'il se retire. Donc, mais son style de lutte, comme j'adore, puis je pense que c'est compatible quand même un peu au mien. C'est sûr, je suis pas proche d'être une machine de lutte comme lui, là, au contraire, mais je parle comme il y a beaucoup de choses que je me suis inspiré de lui, mettons, puis bref. Le dernier, c'est dur parce que j'ai comme ces deux-là, pour moi, c'est comme des choix quand même faciles, mais pour le troisième, j'ai comme plusieurs noms en tête. Mais si j'avais à en choisir un, je pense que je dirais Shawn Michaels. OK. Parce qu'il était juste tout simplement incroyable dans un ring. Puis je pense que ça donnerait un match assez incroyable, mais non, il y a plusieurs autres choix qui seraient possibles, c'est sûr. OK. J'avais dit 4, j'ai encore quelques dernières questions, mais je te promets, on va bientôt vite Ouais. terminer. Je voulais savoir également, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose également aussi d'important. Toi qui découvres la lutte plus jeune avec tes parents, puis ensuite après avec ton grand-père, bref, on va pas tout refaire, on en a assez peu parlé et tout. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, le fait que tu connaisses un petit peu l'envers du décor, est-ce que tu arrives toujours à regarder, par exemple, un show comme la Euh, WWE, la AEW, un pay-per-view? Est-ce que tu arrives des fois à te poser devant un show ou des fois c'est un peu compliqué? oui, j'écoute quand même le produit. Tu sais, je l'écoute quand j'ai le temps. J'essaie de me tenir quand même à jour, par contre. Là, puis, mais c'est sûr, je vais être plus critique. Comme je vais vraiment analyser beaucoup plus la chose qu'à l'époque. C'est sûr, je suis rendu moins un fan de lutte là, en tant que tel, mais j'ai quand même une partie de moi qui, c'est comme les histoires avec le Bloodline et tout, que ça m'intrigue beaucoup, puis j'aime ça, suivre ça. Mais c'est sûr que ça ne pourra jamais être comme avant. Là, comme mais j'analyse beaucoup. Puis pour moi, c'est quand même important de rester à jour avec la lutte parce que la lutte évolue constamment. Donc, c'est bien de justement de suivre le produit pour ça. Avec du recul, est-ce que tu le regrettes, toi, d'être parti dans la lutte ou pas du tout avec tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes d'avoir choisi la lutte ou pas du tout? Non, je regrette pas. Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie qui dit que j'aime pas ça vivre avec du regret parce que je trouve que quand tu as pris une décision, tu as pris une décision, tu peux pas comme oui, il y a des choses que les gens font des fois dans la vie, puis ils vont le regretter pour le reste de leur vie, mais si on vit toujours dans le regret, comme là je pense, c'est même pas de la lutte, je parle, là, c'est en général. Je pense qu'on apprend des erreurs qu'on fait, puis des choses qu'on fait dans la vie. Puis il y a des choses que je regrette que j'ai faites dans la lutte, mais je peux pas retourner dans le temps et le changer. Il faut juste que je regarde vers le futur, puis à la place, j'essaie d'en apprendre sur peut-être la bêtise que j'ai fait ou l'erreur que j'ai fait dans le monde de la lutte. Tu sais, c'est pas des grosses erreurs, mais comme c'est des choses que tu sais, je peux travailler, puis que justement, si je vis toujours dans le regret de j'aurais dû faire ça, j'aurais peut-être eu une meilleure opportunité, mais non. C'est juste dans le futur, je vais être là au bon moment, puis tu sais, c'est des choses comme ça, je pense. Est-ce que tu as encore des nouvelles ou pas du tout de Jacques Rougeau? Est-ce qu'il a pu un peu suivre un petit peu, Oui, est-ce mais que il y a sa propre compétition de ouais, lutte à chaque année, Lutte Académie. Puis OK. c'est ça, il fait ça, là, ça fait depuis 2021 qu'il fait ça, je crois. Ouais, Je pense que c'est la d'accord. troisième année. Donc, j'y participe encore cette année. Puis c'est quand même très une belle opportunité parce que les gagnants remportent 10 000 chacun. Puis, ils ont aussi l'opportunité d'aller au Mexique puis au Japon, aller faire une tournée. Donc, pour moi, Waouh! c'est quand même une belle opportunité. Donc, oui, Jacques, il est revenu un peu quand même dans le monde de la lutte à ce niveau-là, mais il n'y a pas une compagnie de lutte en tant que telle. Il fait ces spectacles-là, trois, quatre spectacles, puis là, ensuite, il
il finit, puis là, il recommence l'année d'après. J'ai remarqué, de toute façon, je pense que tu vas être tout à fait d'accord avec moi. De toute façon, quand on est dans ce domaine, c'est un peu comme un aimant, tu vois. On n'arrive jamais vraiment à tu vois, enfin, à partir complètement de la lutte. À un moment donné, enfin, tu vois, il y a toujours un truc, tu vois, enfin, qui te pousse à continuer. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal. Allez, on arrive vraiment, je te jure, on arrive vraiment à la fin de Pas de l'interview. problème. Je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote sur ce qui a pu t'arriver, je sais pas moi, pendant un voyage, pas avant un show, après un show, bref, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui a Mais pu t'arriver c'est ou que sûr tu as vu? que juste comme ça, c'est quand même dur à penser. Mais Je sais pas, je tu pense t'es peut-être je vais cassé la dire, figure ou autre. oui, oui, c'est arrivé, mais je pense que la première anecdote qui me vient en tête, comme je vais essayer d'aller avec une anecdote quand même cool, là, parce que sinon. Mais mettons que je vais avec une anecdote qui est quand même drôle. Seaway Valley Wrestling, qui est une compagnie à Cornwall, qui est une très bonne compagnie d'ailleurs, allez voir les médias sociaux. Puis ils ont un très bon produit. Puis, dans le fond, leur champion, c'était Aiden Prince. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai lutté contre un excellent lutteur d'ailleurs, que j'adore, un humain excellent que j'aime bien. Euh, il luttait contre Magnum McLaren, qui est un lutteur de Sudbury. Puis, c'était le combat principal. Puis, c'était un match plus comme un street fight. Puis, il se battait pour le championnat. Puis, Magnum a gagné. Puis, quand il est arrivé, Magnum a pris, parce que là-bas, il est vraiment over. C'est un des gros babyface. Donc, il est resté en bas, prendre des photos avec les lutteurs, avec les fans et tout ça. Puis Aiden, il revenait en haut. Puis là, Aiden, il avait, comme, il se prenait le ventre comme ça, ses ribs, puis puis il était comme. Puis Aiden Prince, quand il a le visage, parce qu'il a le visage d'un gars, quand il se met fâché, il a de l'air comme vraiment, comme pas de bonne humeur, là. Puis là, il était comme fucking Magnum, blablabla. Puis là, il dit, Where is he? Puis là, il était en train de comme. Puis là, il marchait comme un peu une marche d'une personne fâchée. Là. Puis là, moi, vu que j'ai une bonne relation avec puis tout, tu sais, j'ai été le voir, puis j'ai dit là, What's going on, Aiden? Tu sais, comme, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je fais pas une situation ici, tu sais, comme c'est pas le temps. Puis là, il dit, reste comme 10 minutes, là, puis je vais t'expliquer après, là, mais là, je suis pas content, ou quoi que ce soit. Là, j'étais comme, oh shit, ok. Fait que là, il m'avait dit d'attendre. Moi, j'allais quitter, donc j'ai resté. Puis là, ça a pris un peu de temps, puis éventuellement, Magnum est arrivé à l'arrière. Puis Magnum, là, aussitôt, là, il était comme, t'es un vrai professionnel, hein, toi. Là, il parle en anglais, mais comme, je le traduis en français. Là. Puis là, il dit, non, ils ont commencé à s'envoyer des insultes, puis là, à se pousser, puis comme à se frapper, puis tout ça, là, comme backstage. C'est la première fois que je voyais ça. Là, j'étais comme, là, je savais plus quoi faire, comment réagir. Puis là, t'as l'ami Aiden Prince, El Reverso, qui est comme, ben là, c'est pas l'aider, je sais pas. Donc là, j'ai été séparé, wow, calmez-vous, puis tout. Puis là, lui, Reverso, suivait avec le téléphone, il a arrêté de recorder, il a dit, ah ah, puis là, il m'avait rib, dans le fond. Rib, ça veut dire ils m'ont comme joué un tour. Mais ça, c'est une drôle d'anecdote parce que j'étais vraiment pas de bonne humeur, là. J'étais quand même fâché parce que tu sais, ils m'ont pris par les émotions. Là, c'est la première fois. Comme moi, j'ai toujours vu de la bonne camaraderie dans un vestiaire de lutte, tout ça. Donc, non, c'est. Bref, ils m'ont joué un bon tour. Donc, ça, c'est une drôle anecdote. Mais si je vois dans une anecdote plus, mettons, quelque chose que spontané, que je pensais pas qu'il était pour m'arriver, quand j'étais à Slammiversary, justement, parce que j'étais il y avait un combat royal dans le Dark, là, que j'étais dedans avec des lutteurs québécois. Peut-être en été briefé par quelqu'un, je sais pas. Là. Ouais. Je Bref, dis rien. justement, avant comme que TNA aille au pre-show, il y avait un Dark Rumble avec des lutteurs du Québec. Puis moi, j'ai été invité à y participer, donc c'était vraiment cool, là, quand même. Il y avait une grosse foule, et tout ça. C'est un Puis, peu comme ouais, des fois, on s'en rend compte uniquement que quand on est sur place. C'est un peu comme avant SmackDown. Tu vois, avant SmackDown, ouais, des c'est ça. fois, tu vois, il y a un peu, et c'est pareil aussi. Je fais une petite pub pour ici, nous, la France. Quand la WWE était venue ici en France pour le show Ouais, Backlash, les agents de sécurité qui étaient là, c'était des lutteurs français. Donc, ouais. voilà. Mais c'est ça, justement. Donc, moi, ben, j'étais là. Puis là, ben, après ça, j'avais aucun rôle, là. J'étais juste comme backstage, puis c'est tout, là. Mais là, j'ai PCO, que je connais quand même
bien. J'ai pu faire une interview avec. Oui, oui, j'ai vu ça justement, c'était la fin, donc ça c'est cool. Qui est venu me voir, puis il dit viens avec moi. Donc là, j'étais comme OK. Puis là, tous les gars me regardaient, genre. Puis là, dans le fond, il dit j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour faire mon entrée. Donc, pour l'apporter à l'entrée. Donc, dans le fond, moi, j'étais un des druides de PCO à l'apporter pour son entrée à Slammiversary. Donc, ça a été cool. J'ai répété, puis j'ai répété avec les producteurs, puis tout ça. Donc, ça a été une belle expérience parce que techniquement, je n'étais pas censé être dans cette position-là, mais j'étais au bon temps, au bon moment. Puis, ben, c'est ça. C'est moi qui, comme, j'ai ouvert le cercueil avec l'autre, le magicien qui était l'autre druide, dans le fond, devant moi. Puis de voir la réaction que PCO a eue devant 4000 personnes à l'auditorium de Verdun pour Slammiversary, c'était incroyable, là, comme ça m'a donné des frissons, la chair de poule, vraiment, tout en gardant mon rôle. Donc ça, c'est une belle anecdote que peut-être les gens ne savent pas parce que j'étais caché, là, j'étais pas, j'avais un masque, puis j'avais un costume, là, mais bref, ça, c'est une belle anecdote que j'ai vécue dernièrement. C'était un peu ton WrestleMania movement, tu dirais, juste ce tout petit ce segment que tu as eu avec Ouais, PCO, c'était un peu ton WrestleMania movement, tu dirais? ben, tu sais, j'ai vécu, c'était cool, mais je me disais un jour, ça va être moi qui va vivre ça. Ok. C'est C'est moi, tout ce que je te souhaite. Non, non, ouais, mais ben, honnêtement, franchement, merci. c'est tout ce que je te souhaite. Et du coup, on conclut vraiment avec la toute dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller lutter et un endroit où tu as le moins aimé? Quand je te parle de plus ou de moins lutter, je t'aide un petit peu pour un peu, tu vois, enfin, ce que les gens me disent, en général, ils aiment bien lutter, tu vois, enfin, dans des endroits où la foule est chaude, où bah, le public est chaud. Par contre, dans les moins, c'est plus pas vraiment au niveau de la foule, mais c'est plus, tu vois, au niveau des conditions. Par exemple, tu vois, il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient pas cet endroit-là parce qu'il n'y avait pas de vestiaire. Ils devaient se changer dans un camion ou, tu vois, enfin, vraiment des conditions Ouais. compliquées. Est-ce que toi, il y a des endroits où tu as le plus aimé aller lutter et des endroits où tu as le moins aimé? Mais encore là, je vais commencer avec les endroits que j'aime moins lutter. C'est Ok. sûr, moi, d'abord et avant tout, quand je lutte pour une compagnie, tu sais, j'étais moins sélectif avant. Mais là, vu que j'ai quand même gagné une certaine Popularité? notoriété, popularité dans le monde de Ok. la lutte, j'aime mieux aller choisir quand même mes endroits, euh, puis faire sûr que, tu sais, chaque booking que j'ai, mais ça va m'apporter quelque chose. Parce que je pense que, tu sais, j'ai aimé faire mon temps où je luttais un peu partout, presque gratuitement, mais là, c'est comme, j'ai un peu passé à une autre étape, puis là, j'étais comme, j'aime ça avoir, autant que je respecte, puis j'apprécie toutes les promotions qui m'ont booké, c'est que je pas qu'ils sont moins inférieurs, mais qui sont moi, c'est plus au niveau du roster. Donc, premièrement, là, comme les compagnies que j'aime moins, c'est sûr, ben, les places que j'aime moins lutter, si c'est un roster que je suis, comme les lutteurs, backstage, que je suis moins comme interpellé. Donc, si c'est des gens que j'ai moins de connexion, que je sens que j'ai un peu moins ma place là, ça, c'est sûr, c'est quelque chose que je vais moins aimer. Parce que le backstage de lutte peut tout changer. Je peux aller dans une place que la foule est pas tant bonne, puis que tout ça, mais que vu qu'on est dans un arrière-scène avec des gens incroyables, mais on va quand même avoir un bon moment. C'est sûr que j'aime pas ça quand que la foule, si on a une foule qui est plus dure ou qui est moins nombreuse. Puis je dirais la dernière chose, c'est sûr, moi aussi, les vestiaires. C'est quand même, j'aime ça avoir une place que je peux me sentir comme à l'aise à me changer et tout ça. Les places que j'aime, mais justement, un bon roster, donc un bon backstage avec une bonne ambiance, des gens qui sont contents avec des bouteilles d'eau. Ça peut sonner un peu drôle, mais il y a des places qui n'ont pas de bouteilles d'eau. Puis quand tu oublies la tienne, mais là, c'est comme tu vas suer pendant 10 minutes, puis tu reviens, puis tu es déshydraté. Donc, puis une place accueillante, comme je disais, qu'il y a une bonne foule, que les gens te font sentir à l'aise. Je dirais que ça serait ça. C'est important. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Oui, mais Promo, réseaux sociaux, bref, c'est ton moment à toi. avant de faire ça, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Euh, Toi, tu habites en France. Oui, oui, c'est ça, oui, j'habite en Mais France. tu habites où? Dans le nord de la France, mais juste en dessous de la Belgique. C'est quoi le nom de la ville? Alors, je te le donnerai en off parce que Ah, OK. Mais, OK, Pourquoi? si tu veux te cacher. Non, c'est juste parce que moi, j'ai été en France en D'accord? 2017, je dirais.
Mais Ok. ouais, j'ai été pour un festival d'impro. Dans le fond, j'ai été à Bordeaux, Pessac, puis Ah oui, Paris. d'accord. Ouais, non, c'est pas du tout. C'est pas du Non, tout non. là, hein. Parce que ça, c'est plus dans. Ouais, Moi, c'est bref. plus vraiment, tu vois, enfin, tu vois à quoi ressemble un peu la fin. T'as déjà vu la carte de France, je veux dire. Oui, oui. Ah, moi, je suis vraiment tout en En haut, hein, haut, OK. vraiment le plus haut Ah, OK. possible. Voilà. Non, c'est ça. Ouais, parce que ça, c'est plus. Ouais, OK, je comprends. Ouais. Mais non, c'est ça, là. Mais Niveau géographie, c'est un peu compliqué. non, mais je comprends, là, je comprends à 100%. Non, je voulais juste savoir parce que c'est ça, j'ai été dans un festival d'impro, justement, Ok, il y a quelques années, donc c'était très cool. Bref, je voulais juste te dire ça en parenthèse, là. Mais pas de souci. ouais. Sinon, Ah, je te oui, laisse conclure, moi. oui, Normalement, c'est ton moment à toi, là. parfait. Mes médias sociaux, vous pouvez me suivre sur, ben, si vous voulez, sur Facebook, j'ai la page TJB, donc TIJB. Tu m'enverras de toute Euh, façon. ouais, je vais tout envoyer ça. Ensuite, sur Instagram, c'est Myre, MYRE, underscore, donc, bon en dessous, PW, pour Pro Wrestler. Puis, j'ai sur Twitter, X, MM Pro Wrestler. Le pire Pour réseau, moi, je pense. C'est le pire réseau. Ouais, mais ça, on pourrait avoir un débat, là, mais bon. Ouais, c'est le C'est pire. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'achalandage au niveau de la lutte, là. Donc, c'est comme, même s'il y a beaucoup de négatifs, puis que l'algorithme, des fois, c'est pas excellent, mais t'as comme pas le choix en tant que lutteur d'avoir un peu une page, selon moi, X, parce que sinon, comme, il y a des Ouais. choses que tu peux louper ou quoi que ce soit. T'es Mais, sur TikTok aussi? On peut te retrouver sur TikTok? ouais, je suis vraiment pas actif dessus, là. Ça fait des années que j'ai pas Je publié, me mais doute, faudrait t'inquiète. que je m'y remette, là. Mais si les gens veulent aller voir mon TikTok, oui, pas de problème. Je te le dirai, parce que je me rappelle même plus de mon nom, là, de TikTok. Non, mais c'est Donc, pas grave. mais c'est ça. Venez suivre. Puis, si tu me le permets de faire une petite Vas-y. promotion vite faite de mon spectacle qui s'en vient, même si vous êtes de France, c'est pas grave, mais on sort les spectacles après sur notre chaîne YouTube. Mais aussi pour les gens qui viendraient du Québec ou de l'Ontario, notre prochain spectacle d'Au sommet de la lutte, donc c'est le 27 septembre, c'est vendredi prochain, à Hawkesbury. Donc, une grosse carte de lutte. Puis en plus, les fonds amassés vont aller directement à la Société canadienne du cancer. Donc, c'est une cause qui me touche beaucoup à cœur. Là. Je pense qu'on connaît tous au moins une personne qui est atteinte du cancer dans notre vie. Donc, moi, c'est sûr, j'aime ça me battre pour cette cause-là. Mais c'est ça une grosse carte de lutte. Frankie the Mobster qui défend son championnat au sein de la lutte contre McCray Martin. Moi, personnellement, j'affronterai James Stone, qui est un bon vétéran de la scène, un des meilleurs au Canada selon moi. London Lightning et Ian Harrison, deux des meilleurs prospects en Ontario au Québec, qui vont affronter Sexy Eddie et Johnny Taco pour les championnats par équipe. Picton contre Carl Jepson et trois autres combats sur la carte, dont Junior Benito, qui va être là, Christara, Drea Mitchell, donc grosse carte de lutte. Ça va être l'école secondaire publique Le Sommet. Les billets sont disponibles au Fit Life Gym de Hawkesbury et sur lepointdevente.com. Puis, ben, c'est ça. On n'a pas vraiment parlé de ma compagnie de lutte, mais ça sera pour une prochaine entrevue, je suppose, Voilà, hein, mon gars? c'est ça exactement. On gardera Ouais, une partie 2 pour ta prochaine. Il n'y a aucun ouais, c'est ça. problème par rapport à ça et tout. Il y a aucun Ouais. souci. En tout cas, je te remercie beaucoup pour Ben, merci à cette toi. interview. Merci à tous de nous avoir regardés. Et je te corrige, tu me disais qu'il y a que des Français. Il n'y a pas que des Français. D'ailleurs, je voulais aussi Ouais, non, remercier tous les Québécois qui nous regardent parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ça fonctionne plus. Si, oui, ça Là, fonctionne. Attends, je vais essayer moi, mais je crois que ça fonctionne pas. Non, je me tape la honte. En fait, ça marche. Mais en seulement tout cas, moi, voilà. c'est seulement moi. Oui, non, mais ça, c'est parce que c'est la technologie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier tous les Québécois qui me regardent et qui m'ont envoyé des petits messages en privé. Franchement, je vous remercie beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir mettre également aussi vos lutteurs et vos lutteuses préférés en avant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, tout le monde, ciao.